Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Lettres à un jeune poète, écrit par Rainer Maria Rilke. C'est notre premier et ça sera notre seul live sur cette œuvre puisque vous voyez, il est tout petit minuscule, tout fin. C'est une œuvre assez particulière, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc voilà, il y aura un seul et unique épisode sur cette œuvre qu'on va découvrir ce soir. Mais n'ayez crainte, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube déjà, vous aurez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au passage qui vous intéresse. Ce soir, ce ne seront pas des chapitres mais des lettres. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas, on passe une seule petite soirée sur cette œuvre, mais il y a déjà beaucoup d'œuvres qui ont été lues sur ma chaîne. Donc si le principe vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet playlist et à chercher toutes les playlists qui commencent par «Et si on lisait 3 petits points». Vous trouverez des tas d'œuvres dans des tas de genres, dans des tas de formats différents, de styles différents, d'auteurs différents. Bref, il y a beaucoup de choses à zioter. Donc forcément quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez vraiment pas à jeter un œil. D'ailleurs, en parlant de quelque chose qui peut vous plaire, je vais parler également de cela, tant qu'à faire, je vais commencer directement avec ça. Vous avez été nombreux à m'avoir plébiscité, entre guillemets, pour que je fasse une nouvelle lecture d'Howard Philip Lovecraft. Ça fait déjà 3 œuvres que je lis de lui en live. Et là, ça commence à faire quelques années que j'ai pas fait de lecture, il me semble, de Lovecraft. Donc, l'occasion était belle. À chaque fois que j'allais en librairie, j'essayais de chercher une œuvre qu'on n'a pas déjà fait en live. C'est pas toujours évident parce qu'il y a certains recueils de nouvelles qui coupent différemment, ce qui fait que parfois il y a des nouvelles que je n'ai pas lues et des nouvelles que j'ai déjà lues avec vous. Donc voilà, j'avais pas envie de faire de relecture, j'avais pas envie de faire ceci, cela. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Mais ces jours-ci, je me suis baladé dans des librairies que je ne connaissais pas et je suis ressorti avec l'affaire Charles Dexter Ward, que nous lirons donc avec un grand plaisir ensemble en live. C'est assez court, 150 pages à peu près, 140. On commencera ça vendredi à 21h et je pense que ce sera fini en 2 ou 3 épisodes, peut-être 4. Ça va dépendre, ça va dépendre de ma vitesse de lecture là-dessus. Mais voilà, comme ça vous êtes à peu près prévenus. Pour l'heure, comme d'habitude, je suis en live, évidemment, j'enregistre ces émissions en live. L'émission du soir, donc mardi 21h, qui sera complétée par une autre lecture, si je puis dire, vendredi 21h. Donc voilà, ça je le redis, je le répète, parce que c'est vrai que c'est quand même une règle qui s'applique plutôt de manière assez régulière. Il est assez fréquent que si vous rejoignez ma chaîne Twitch le mardi ou le vendredi à 21h, je sois en lecture. Donc voilà, ça c'est une chose qui se fait souvent. Euh, Cette semaine, logiquement, je vais faire ces 2 créneaux et je ferai certainement, je pense, un créneau supplémentaire ce week-end. Euh, Soit pour continuer de faire le tri de ma bibliothèque en vous en parlant. En vous en parlant. Ça se dit? Ouais. Euh, ou également peut-être la suite de la lecture du livre-jeu de l'histoire dont vous êtes le héros ou le Billy, avec les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans La Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon. Donc voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire cette semaine exactement, mais on aura ce genre de bail, a priori dans les parages. En tout cas, les 2 lectures de la semaine, ce soir et vendredi 21h, normalement il n'y a pas de raison, ça va se faire. Voilou. Je reprends également les veillées de 21h à minuit sur sur mon serveur Discord. N'hésitez pas, je me tiens à disposition en vocal. On discute, on joue à des jeux ensemble. Dimanche dernier, on a joué à Phasmophobia. C'est super, je me suis pissé dessus, c'était génial. Bref, on s'amuse bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le fun. Et puis voilà, ma foi.
Je ne sais pas si je vais faire une intro trop conséquente sur cette œuvre ce soir, puisque il n'y a pas non plus tant de pages, et j'aime bien mettre en avant l'œuvre principalement. Juste un petit détour pour dire merci à ceux qui ont follow la chaîne pendant que j'étais en off. Merci à Maïs, merci à Bill et merci à Max d'avoir follow. Ça fait plaisir. Hop. Petit préambule à la lecture du soir, puisqu'on est sur une œuvre assez spéciale, qui personnellement me donne très envie. Je vais vous lire la 4e de couverture, je pense que c'est le meilleur résumé que je puisse vous en donner. À 27 ans, Rilke, donc Rainer Maria Rilke, qui est l'auteur de ce que je vais vous lire ce soir, reçoit une lettre d'un jeune poète qui lui soumet ses textes. À cet inconnu, l'aîné ouvre son cœur. Dans cet échange, il lui parle de la création, de l'inspiration, de l'écriture, mais aussi des tourments de l'amour, de la mort et de la solitude. Cette correspondance, touchante par sa justesse et la confiance qui s'y manifeste, demeure l'un des plus beaux textes adressés à la jeunesse. Déjà rien que ça, je trouve ça assez cool. Moi maintenant, ce que j'ai adoré, ce que j'ai hâte de découvrir, du coup, bon, je vous resitue la chose. On a déjà pu le faire lors de mes lives. Les œuvres épistolaires, souvent c'est des romans épistolaires, en tout cas moi c'est ce à quoi j'ai été le plus confronté. J'ai pas tellement lu personnellement, j'avoue, de correspondance réelle, c'est-à-dire pas quelque chose de fictionné. J'ai personnellement pas beaucoup lu de correspondance entre auteurs, même si je sais que ça se fait beaucoup. Il y a même des correspondances très célèbres entre certains poètes notamment. C'est vrai que j'ai jamais trop lu ce genre de texte. Je pense que ça m'intéresse moins que la fiction, potentiellement. Je saurais pas dire, mais j'ai l'impression. Mais là, ce qui m'intéresse vraiment dans cette œuvre de Rainer Maria Rilke, c'est que déjà le monsieur, a priori, a une œuvre intéressante. J'ai failli lire un recueil de poésie, de poèmes de cet homme en live. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les lettres à un jeune poète avaient l'air carrément ma came. Pourquoi ? Parce que grosso modo, le mec a commencé à être un peu connu de son vivant, et donc un jeune poète lui a envoyé une lettre pour lui dire « Est-ce que ce que j'écris est bien ? Est-ce que ce que j'ai produit est bon ?» Et du coup, je me suis un peu spoilé en lisant le début de la première lettre. J'aime beaucoup le ton que prend Rainer Maria Rilke pour lui répondre, parce que j'ai l'impression... Alors attention, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoil du tout. Mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas du tout le biais, si je puis dire, du style et de est-ce que factuellement c'est bien écrit, par exemple. Mais plus vraiment de qu'est-ce que c'est que d'être un artiste, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est que d'être inspiré, qu'est-ce que c'est que d'être transi par cette émotion de vouloir créer et ainsi de suite. Et du coup, il lui répond vraiment... par l'émotion, j'ai l'impression. On va voir, hein, si ça se trouve, je me trompe. Mais du coup, ça m'a vachement intrigué quand j'ai lu les résumés, etc. Parce que je me suis dit, ah, ça peut me toucher, ça peut me parler. Voir quelqu'un parler de la littérature, parler de la poésie avec le cœur, en fait, et d'être vraiment à conseiller à un autre et lui dire, non, mais en fait... t'es poète si c'est ce que te dit ton cœur, t'es pas poète si t'écris bien, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment vous décrire, on va voir ensemble ce qui se dit, ce que Rainer décide de dire comme conseil. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de te prends pas la tête à savoir si t'écris bien ou si t'écris pas bien, c'est est-ce que tu te sens poète ou non. Et du coup, je me dis que ça peut être ultra intéressant. J'ai pris la page Wikipédia quelques instants parce que j'aimerais quand même vous donner un peu de contexte si possible. Bonsoir Chamas, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Chamast qui nous dit « Je l'avais lu au lycée et je ne m'en souviens plus du tout, mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. » Ah, bah ça me donne encore plus envie de le lire, j'ai hâte. Donc du coup, Rainer Maria Rilke, petit contexte rapide, écrivain autrichien né en 1875 à Prague, mort en 1926, Tukutukutum. Il est donc considéré comme écrivain, poète et dramaturge. Il a écrit en langue allemande et il a aussi écrit en langue française sur la fin de sa vie. Il a donc écrit de la poésie, de la prose, de la pièce de théâtre
et bien entendu du roman, etc. En fait, il a écrit un peu de tout, hein, des nouvelles, bref, il a écrit un peu de tout, et bien entendu des lettres, en tout cas ses correspondances qui ont été publiées, notamment sa correspondance donc de lettres à un jeune poète, dont je veux vous donner un petit contexte, puisque dans ce que je vais vous lire ce soir, il n'y aura que les réponses de Rainer Maria Rilke, il n'y a pas les lettres du poète, du jeune poète qu'on nomme dans le titre, n'est-ce pas ? Ce poète s'appelle a priori Franz Xaver Capus, et donc ce monsieur vient vers Rainer Maria Rilke pour lui demander ce qu'il pense de sa poésie, comme je vous le disais, et vont s'échanger ainsi Rilke et Capus des lettres pendant quelques années, 2 ans minimum. Mais je vois que la dernière lettre est très détachée dans le temps, alors je me demande s'il n'y a pas eu une grande enjambée comme ça de plusieurs années avant qu'il y ait un nouvel échange de lettres, peut-être. On va voir certainement, ça risque d'être intéressant. Et ma foi, je pense que je vais pas forcément aller plus loin en fait dans la mise en contexte. Finalement, j'en donne assez peu, mais je pense en donner assez, parce que si on entre réellement dans les différents paragraphes que donne Wikipédia, on aura déjà de l'analyse, et en général, j'aime bien découvrir de moi-même, et aussi vous faire découvrir de vous-même, si je peux dire. Voilà, ne pas vous influencer sur l'interprétation que vous aurez du texte, etc. J'essaie de vous livrer en général le texte de manière le plus neutre possible, sans trop d'informations superflues. Comme ça, vous verrez si ça vous touche, vous verrez si vous y trouvez votre compte, et de la même manière, je verrai si c'est à mon goût ou non, sans influence quelconque, négative, positive ou quoi que qu'est-ce. Voilou. On va pouvoir se lancer, je pense. Je pense que ce soir, je vais pouvoir faire cette lecture en 2 parties, faire une seule pause. J'ai du mal à jauger de est-ce que ça va être long à lire, je vous avoue. Mais je ne pense pas. Donc on va essayer de se lancer là-dessus. Et du coup, ça fait que je vous lirai 5 lettres. Pause, 5 lettres. C'est bien ça, hein, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. C'est ça. On a en tout et pour tout 10 lettres. C'est quand même un échange un peu suivi. Hein. C'est cool. Un échange un peu suivi et sur les années comme ça. Je trouve ça très très cool qu'un auteur un peu reconnu, parce que si Rainer Maria Rilke a été approché à cette époque, c'est qu'il avait une petite notoriété. Je trouve ça très cool qu'un auteur avec une petite notoriété prenne le temps comme ça de vraiment correspondre avec quelqu'un qui lui parle avec le cœur, j'imagine, et qui lui demande avec ses tripes des conseils. C'est très très cool. J'aime beaucoup le principe. Franchement, je suis très hypé. Je suis très hypé à découvrir cette œuvre-là. Comme je vous dis, je suis pas trop habitué aux correspondances et à de l'épistolaire qui ne serait pas fictionné. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, je me tais. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Et lançons-nous, sans plus attendre, sur les lettres à un jeune poète. À tout à l'heure pour la pause. Lettres à un jeune poète. Écrit par Rainer Maria Rilke. Paris, le 17 février 1903. Cher monsieur, votre lettre ne m'est parvenue qu'il y a quelques jours. Je tiens à vous remercier de la grande, de l'aimable confiance qu'elle manifeste. Je ne peux guère faire davantage. Je ne peux entrer dans une discussion sur la manière de vos vers. Toute intention critique est en effet trop éloignée de moi. Rien n'est moins capable d'atteindre une œuvre de l'art que des propos critiques. Il n'en résulte jamais que des malentendus plus ou moins heureux. Les choses, quelles qu'elles soient, sont moins saisissables et moins dissibles qu'on ne voudrait la plupart du temps nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où jamais un mot n'a pénétré, et les plus indicibles de tous sont les œuvres de l'art, existence mystérieuse dont la vie, à côté de la nôtre qui passe, est inscrite dans la durée. Après cette remarque liminaire, il ne m'est permis d'ajouter que ceci. Vos vers n'ont pas de manière propre,
mais recèlent assurément, discrets et dissimulés, les débuts de quelque chose de personnel. C'est dans le dernier poème, Mon âme, que je ressens cela le plus distinctement. Là, quelque chose qui vous est propre cherche à trouver ses mots et sa musique. Et dans le beau poème À Léopardi, on voit peut-être s'élever une sorte de parenté avec ce grand solitaire. Malgré cela, ces poèmes ne sont encore rien en soi, rien d'autonome, pas même le dernier, ni le poème à Léopardi. La lettre pleine de bonté dont vous les avez accompagnés ne manque pas de m'expliquer plus d'un défaut que j'avais senti à la lecture de vos vers, sans pouvoir cependant l'appeler par son nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez, à moi. Vous l'avez auparavant demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes, et vous êtes agité quand certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous donner des conseils, je vous prie de laisser tout cela. Vous regardez vers l'extérieur, et c'est justement cela, plus que tout au monde, qu'il vous faudrait éviter en ce moment. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'y a qu'un moyen, un seul. Rentrez en vous-même. Explorez le fond qui vous enjoint d'écrire. Vérifiez s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si, dans le cas où il vous serait refusé d'écrire, il vous faudrait mourir. C'est cela avant tout. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit. Suis-je contraint d'écrire ? Creusez en vous-même jusqu'à trouver une réponse profonde. Et si elle devait être positive, s'il vous est permis de faire face à cette question sérieuse par un simple effort « j'y suis contraint », alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité. Votre vie doit être, jusqu'en son heure la plus indifférente et la plus infime, signe et témoignage de cet irrépressible besoin. Puis, approchez-vous de la nature. Puis tentez, comme si vous étiez le premier homme, de dire ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous aimez et ce que vous perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Fuyez pour commencer les formes qui sont trop courantes, trop ordinaires. Ce sont les plus difficiles, car il faut une grande force, parvenue à maturité, pour donner quelque chose qui vous soit propre là où sont installées en foule de bonnes et parfois brillantes traditions. Aussi, réfugiez-vous loin des motifs généraux, auprès de ceux que vous offre votre propre quotidien. Peignez vos tristesses et vos désirs, les pensées fugitives et la foi en quelque beauté. Peignez tout cela avec une ardente, silencieuse, humble sincérité, et servez-vous, pour vous exprimer, des choses qui vous entourent, des images de vos rêves et des objets de votre souvenir. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en évoquer les richesses. Car pour celui qui crée, il n'y a pas de pauvreté, ni de lieu pauvre, indifférent. Et quand vous seriez vous-même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir jusqu'à vos sens aucun des bruits du monde, n'auriez-vous pas encore votre enfance, cette richesse précieuse, royale, cette chambre forte des souvenirs ? C'est vers elle qu'il vous faut tourner votre attention. Essayez de faire remonter les sensations enfouies de ce vaste passé. Votre personnalité s'affermira, votre solitude s'agrandira pour devenir une demeure plongée dans la pénombre, d'où l'on entend passer au loin le bruit que font les autres. Et si ce mouvement vers l'intérieur, cette plongée dans votre propre monde donne naissance à des vers, alors vous ne songerez pas à demander à qui que ce soit si ce sont de bons vers. Vous ne tenterez pas non plus d'intéresser des revues à ces travaux, car vous verrez en eux une propriété naturelle et qui vous est chère, une part et une voix de votre vie. Une œuvre d'art est bonne quand elle est issue de la nécessité. Elle est jugée par la nature de son origine et par rien d'autre. Aussi, ne saurais-je, très cher monsieur, vous donner d'autres conseils que celui-ci. Rentrez en soi-même et sondez les profondeurs d'où jaillit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si vous êtes contraint de créer. Prenez-la telle qu'elle est, sans argutie. Peut-être s'avérera-t-il que vous êtes appelés à être artiste. Alors, acceptez-en le destin et portez-le. Portez son fardeau et sa grandeur, sans jamais demander aucun salaire qui puisse venir de l'extérieur. Car celui qui crée doit être pour lui-même tout un monde, et trouver toute chose en lui-même et dans la nature à laquelle il s'est lié.
Mais peut-être devrez-vous aussi, après cette descente en vous-même et dans votre solitude, renoncer à devenir poète. Il suffit, je l'ai dit, de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour n'en avoir tout simplement pas le droit. Même alors, cependant, l'introspection à laquelle je vous invite n'aura pas été utile. C'est à partir de là que, dans un cas comme dans l'autre, votre vie trouvera ses propres chemins. Et je vous souhaite, plus que je ne saurais le dire, que ces chemins soient vastes, riches et bons. Que puis-je vous dire encore? Chaque point me semble avoir reçu l'accent qui lui revenait à bon droit, et en fin de compte, je ne prétendais vous donner d'autre conseil que celui de vous développer en suivant, dans le calme et le sérieux, votre propre évolution. Vous ne sauriez la perturber plus violemment qu'en regardant vers l'extérieur et en attendant de l'extérieur une réponse à des questions auxquelles seul votre sentiment le plus intime, à son heure la plus recueillie, est peut-être capable d'en donner une. Ce fut une joie pour moi que de trouver dans votre lettre le nom du professeur Horacek. Je conserve pour cet aimable savant une grande révérence et une gratitude que les années n'ont pas démentie. Voulez-vous, je vous prie, lui faire part de ses sentiments? Il a la grande bonté de se souvenir encore de moi, et j'en ressens tout le prix. Je vous renvoie ici même les vers que vous m'avez amicalement confiés, et je vous remercie encore pour l'ampleur et la cordialité de cette confiance, dont j'ai tenté, par la sincérité de cette réponse où j'ai mis tout ce que je peux savoir, de me rendre un peu plus digne que ne peut l'être réellement l'étranger que je suis pour vous. Avec tout mon dévouement et toute ma sympathie, Rainer Maria Rilke. Viareggio, près de Pise, Italie, le 5 avril 1903. Il faut que vous me pardonniez, très cher monsieur, de ne rendre qu'aujourd'hui l'hommage de ma gratitude à votre lettre du 24 février. Je n'ai pas cessé d'être souffrant, non pas vraiment malade, mais accablé par une fatigue qui ressemblait à celle de l'influenza et qui me rendait incapable de tout. Et pour finir, comme cela ne voulait décidément pas s'améliorer, je suis allé au bord de cette mer du Midi dont les bienfaits m'avaient une fois déjà tiré d'affaire. Mais je n'ai pas encore retrouvé la santé, il m'est pénible d'écrire, et il vous faudra donc accepter ces quelques lignes pour plus qu'elles ne le sont. Vous savez naturellement que chacune de vos lettres me fera toujours plaisir. Il vous faut simplement avoir quelque indulgence pour la réponse qui vous laissera peut-être souvent les mains vides. Car au fond, et justement dans les choses les plus profondes et les plus importantes, nous sommes abandonnés à une solitude sans nom, et pour que l'on puisse conseiller, et plus encore aider quelqu'un d'autre, bien des événements doivent se produire, bien des processus doivent réussir, toute une configuration de choses doit se réaliser pour qu'on ait le bonheur d'y parvenir. Je ne voulais aujourd'hui vous dire que deux autres choses. Ironie, ne la laissez pas se rendre maîtresse de vous, surtout dans les moments sans création. Dans les moments de création, essayez de vous servir d'elle comme d'un moyen supplémentaire de saisir la vie. Purement utilisée, elle est pure, elle aussi, et elle ne doit pas vous faire honte. Et si vous la sentez trop familière, si vous craignez cette familiarité grandissante, tournez-vous vers des objets grands et sérieux, devant lesquels elle devient petite et impuissante. Recherchez la profondeur des choses. L'ironie n'y descend jamais. Et quand vous parvenez ainsi au bord de ce qui est grand, vérifiez en même temps si cette façon de voir procède d'une nécessité de votre être. Car sous l'influence de choses sérieuses, ou bien elle se détachera de vous, si elle n'est que quelque chose de contingent, ou bien, s'il est vrai qu'elle vous appartient comme quelque chose de réellement inné, elle gagnera en force pour devenir un outil sérieux, qui ira prendre sa place dans la série des moyens avec lesquels vous devrez donner forme à votre art. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, la voici. Parmi tous mes livres, seuls quelques-uns me sont indispensables. 2 se trouvent même en permanence où que je sois, au milieu des choses que je garde à portée de la main. Ils sont d'ailleurs ici, non loin de moi, la Bible et les livres du grand poète danois Jens Peter Jacobsen. Il me vient à l'esprit que vous ne connaissez peut-être pas ces œuvres. Vous pouvez vous les procurer facilement, car certaines d'entre elles sont parues dans la Bibliothèque universelle Réclame, dans une très bonne traduction. Procurez-vous de J.P. Jacobsen le petit volume 6 nouvelles et son roman Nils Linn, et commencez dans le premier petit volume la première nouvelle qui s'appelle Mogens. Tout un monde descendra sur vous, le bonheur, la richesse, l'incompréhensible grandeur de tout un monde. Vivez un moment dans ces livres, apprenez d'eux ce qui vous semblera valoir d'être appris, mais surtout, aimez-les.
Cet amour vous sera rendu des milliers et des milliers de fois, et quoi que puisse devenir votre vie, cet amour, j'en suis sûr, traversera la trame de votre devenir comme l'un des fils essentiels parmi tous les fils de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. S'il me faut dire qu'il m'a permis de savoir quelque chose sur la nature de la création, sa profondeur et son éternité, je ne peux citer que deux noms, celui de Jacobsen, ce grand, grand poète, et celui d'Auguste Rodin, le sculpteur qui n'a pas son égal parmi les artistes aujourd'hui vivants. Et puis cela réussit de vous accompagner sur vos chemins. Votre Rainer Maria Rilke. Viareggio, près Pise, Italie, le 23 avril 1903. Votre lettre pascale, très cher monsieur, m'a donné beaucoup de joie, car elle disait à votre propos beaucoup de bonnes choses, et la manière dont vous y parliez de ce grand art, qui nous est cher, de Jacobsen, montre que je ne m'étais pas trompé en conduisant votre vie et les nombreuses questions qu'elle vous pose au bord de cette profusion. Maintenant va s'ouvrir à vos yeux Niels Linne, livre de splendeurs et d'abîmes. Plus souvent on le lit, il semble tout renfermer, depuis la plus légère fragrance de la vie jusqu'à la saveur pleine et riche de ses fruits les plus lourds. Rien qui n'y ait été compris, saisi, éprouvé, reconnu enfin dans la résonance tremblante du souvenir. Rien de ce qui y est vécu n'y est jugé trop infime, et le plus petit des événements s'y déploie comme un destin, et le destin lui-même est comme un vaste et merveilleux tissu où chaque fil, conduit par une main d'une infinie délicatesse, placé auprès d'un autre, est tenu et porté par 100 autres fils. Vous allez éprouver le bonheur de lire ce livre pour la première fois, et vous irez à travers les innombrables surprises qu'il réserve, comme dans un rêve nouveau. Mais je puis vous dire que, plus tard encore, on traverse ces livres avec un étonnement toujours neuf, qu'ils ne perdent rien de leur pouvoir merveilleux, et n'abandonnent rien de la féerie dont ils submergent celui qui les lit pour la première fois. À les reprendre, on n'éprouve que toujours plus de volupté, toujours plus de gratitude, et l'on en devient d'une certaine façon que meilleur et plus simple dans le regard, plus profond dans la foi que l'on met en la vie, et dans la vie plus heureux et plus grand. Plus tard, il faudra que vous lisiez le merveilleux livre qui parle du destin et des désirs de Marie Grube et les lettres, feuillets de journal et fragments de Jacobsen, et enfin ces vers qui, quoique la traduction n'en soit que médiocre, vivent d'une vibration infinie. Je vous conseillerais d'acheter à l'occasion la belle édition des œuvres complètes de Jacobsen, qui contient tout cela. Elle a paru en 3 volumes et dans une bonne traduction chez Eugène Diderich, à Leipzig, et ne coûte, je crois, que 5 ou 6 marks le volume. Tout ce qui est de votre avis sur « Ici devraient être des roses », cette œuvre incomparable dans sa finesse et dans sa forme, vous avez bien sûr, à l'encontre de celui qui a fait l'introduction, irréfutablement raison. Et laissez-moi tout de suite vous adresser cette prière. Lisez aussi peu que possible de choses qui relèvent de la critique esthétique. Ce sont ou bien des vues partisanes, pétrifiées et vidées de tout sens par leur endurcissement sans vie, ou bien ce sont d'habiles jeux de mots, par la grâce desquels c'est aujourd'hui cette vue-là qui triomphe, et demain la vue opposée. Les œuvres de l'art sont d'une solitude infinie, et rien ne permet moins de les atteindre que la critique. Seul l'amour parvient à les saisir, à les soutenir, et peut leur rendre justice. Donnez toujours raison à vous-même et à votre sentiment, contre toutes sortes de semblables discussions, commentaires ou introductions. S'il s'avérait que vous aviez tout de même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduirait lentement, avec le temps, à d'autres perceptions. Laissez à vos jugements, sans la perturber, la calme évolution qui leur est propre et qui, comme tout progrès, doit venir des profondeurs intérieures et n'être pressé ni accéléré par rien. Tout n'est que porter à terme, puis mettre au monde. Laissez chaque impression et chaque germe de sentiment parvenir à maturité au fond de soi, dans l'obscurité, dans l'indicible, l'inconscient, l'inaccessible à l'entendement, et attendre avec une profonde humilité, une profonde patience, l'heure de l'accouchement d'une nouvelle clarté. Vivre dans l'art, c'est cela, et cela seul, pour comprendre aussi bien que pour créer. Là, il n'y a point de mesure temporelle, une année ne compte pas, et 10 ans ne sont rien. Être artiste signifie ne point calculer ni compter. Mûrir comme l'arbre,
qui ne fait pas monter sa sève plus vite qu'elle ne va, et se dresse avec confiance au milieu des tempêtes du printemps, sans avoir peur que ne vienne aucun été. Il viendra. Mais il ne viendra que pour ceux qui sont patients, qui sont là comme s'ils avaient l'éternité devant eux, dans l'insouciance de son calme et de son immensité. Je l'apprends tous les jours, je l'apprends dans la douleur, à qui j'en ai la gratitude. La patience est tout. Richard de Mel, l'impression que me font ces livres, comme soit dit en passant l'homme lui-même que je connais un tout petit peu, c'est que, lorsque j'ai trouvé l'une de ces belles pages, je redoute toujours la suivante, qui peut tout détruire, et retourner en quelque chose d'indigne ce que l'on pouvait aimer. Votre formule, vivre et écrire en rut, le caractérise fort bien. Et il est vrai que l'expérience artistique est si incroyablement proche de l'expérience sexuelle, de sa douleur et de sa jouissance, que ces deux phénomènes ne sont en fait que deux formes différentes d'un seul et même désir et d'une seule et même félicité. Et si, au lieu de rut, on avait le droit de dire sexe, sexe dans toute la grandeur, l'ampleur, la pureté du mot, loin des suspicions que fait peser sur lui l'erreur des églises, l'art de Demel serait très grand et d'une importance infinie. Sa force poétique est grande, elle est puissante comme un instinct primitif, elle porte en elle des rythmes propres qui ne reculent devant rien, et elle jaillit de lui comme un torrent des montagnes. Mais il semble que cette force ne soit pas toujours tout à fait sincère ni sans pause. Mais c'est là aussi l'une des plus difficiles épreuves qu'est à subir celui qui crée. Il lui faut toujours rester cet inconscient qui n'a pas la moindre idée de ses meilleures vertus, s'il ne veut pas les priver de leur candeur et de leur virginité. Et puis, lorsque cette force, après avoir grondé à travers tout son être, parvient aux choses du sexe, elle ne trouve pas un homme aussi pur qu'elle en aurait besoin. Il n'y a point là un monde sexuel tout à fait mûr ni pur, mais un monde qui, pour n'être pas assez humain, n'est que viril, qui n'est que rut, ivresse sans repos, et sur lequel pèsent tous les vieux préjugés, toutes les arrogances que le mal a fait peser sur l'amour en le défigurant. C'est parce qu'il n'aime qu'en mal, et non en être humain, qu'il y a dans son appréhension du sexe quelque chose d'étroit, d'apparemment sauvage, haineux, temporel, privé d'éternité, qui diminue son art et le rend ambigu et douteux. Cet art n'est pas sans tache, il porte la marque du temps et de la passion, et il n'en survivra et n'en restera que peu de choses. Mais il en va ainsi de la plus grande partie de l'art. On peut cependant tirer une joie profonde de ce qui est grand en lui, pourvu qu'on ne s'y perde pas en devenant sectateur de ce monde deméléen, si infiniment angoissé, plein d'adultère et de confusion, bien éloigné des destinées réelles qui font plus souffrir que ces morosités inscrites dans le temps, mais offrent aussi plus d'occasions de grandeur et plus de courage pour aller vers l'éternité. S'agissant enfin de mes livres, ce serait de grand cœur que je vous enverrai tous ceux auxquels vous pourriez prendre tant soit peu de plaisir. Mais je suis très pauvre, et mes livres, sitôt qu'ils ont été publiés, ne m'appartiennent plus. Je suis dans l'incapacité de les acheter moi-même, et de les offrir, comme j'aimerais si souvent le faire, à ceux qui pourraient leur manifester de l'affection. Aussi, je note pour vous sur un billet les titres et les éditeurs de mes derniers livres parus, les plus récents. J'en ai sans doute publié en tout quelques 12 ou 13. Contraint que je suis de vous laisser le soin, très cher monsieur, d'en commander certains à l'occasion. J'aime à savoir mes livres entre vos mains. Adieu. Votre Rainer Maria Rilke. Provisoirement à Worpswede, près de Brême, le 16 juillet 1903. J'ai quitté Paris il y a 10 jours environ, fort souffrant et fort las, pour gagner une grande plaine nordique dont on espère que l'ampleur, le calme et le ciel me rendront la santé. Mais je n'ai gagné qu'une interminable pluie, qui ne semble qu'aujourd'hui vouloir s'éclaircir un peu au-dessus de la campagne agitée par les vents. Et je profite de cet instant de clarté, très cher monsieur, pour vous adresser mon salut. Bien cher monsieur Capus, si j'ai longtemps laissé sans réponse une lettre de vous, ce n'est pas que je l'ai oubliée, tout au contraire. Elle était de celles qu'on relit quand on la trouve parmi son courrier, et je vous y reconnaissais comme si vous aviez été tout près de moi. C'était la lettre du 2 mai, et vous ne manquez sans doute pas de vous souvenir d'elle. Quand je la relis, comme je le fais à cette heure, dans le grand calme de ces lointains, je suis touché par le beau souci que vous prenez de la vie, plus encore que je ne pouvais le ressentir à Paris, où tous les sons éclatent et s'éteignent d'une autre manière dans l'énormité du bruit qui fait trembler les choses. Ici, entouré d'une terre imposante que balaient les vents venus des mers, ici, je sens que jamais être humain ne pourrait, face à vous,
donner de réponses aux questions et aux sentiments qui, dans leur profondeur, mènent leur vie propre. Car même les meilleurs s'égarent dans les mots quand ils doivent exprimer ce qu'il y a de plus ténu, de presque indicible. Mais je crois cependant que vous n'en serez pas réduite à demeurer sans solution si vous vous en tenez à des choses qui ressemblent à celles où se reposent en ce moment mes yeux. Si vous vous en tenez à la nature, à ce qu'elle a de simple, à ce qui est petit, que presque personne ne voit, et qui peut justement se transformer à l'improviste en quelque chose de grand, d'incommensurable. Si vous avez cet amour pour l'infime et cherchez fort simplement, en serviteur, à gagner la confiance de ce qui paraît pauvre, alors tout deviendra pour vous plus léger, plus homogène, et, d'une certaine façon, plus propre à réconcilier non votre entendement, peut-être, qui, étonné, restera en arrière, mais le plus intime de votre conscience, de votre éveil et de votre savoir. Vous êtes si jeune, si antérieur à tout commencement, que j'aimerais vous prier, autant qu'il est en mon pouvoir, très cher monsieur, d'avoir de la patience envers tout ce qu'il y a de non résolu dans votre cœur, et d'essayer d'aimer les questions elles-mêmes comme des chambres verrouillées, comme des livres écrits dans une langue très étrangère. Ne partez pas maintenant à la recherche de réponses qui ne peuvent pas vous être données, parce que vous ne pourriez pas les vivre. Et ce dont il s'agit, c'est de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Peut-être alors, cette vie, peu à peu, un jour lointain, sans que vous le remarquiez, vous fera-t-elle entrer dans la réponse. Peut-être portez-vous effectivement en vous-même cette capacité à donner forme, à modeler, comme une façon de vivre particulièrement bienheureuse et pure. Éduquez-vous à cela, mais prenez ce qui vient avec une grande confiance, et pourvu que cela vienne de votre volonté, de quelque nécessité profonde en vous, assumez-le et ne haïssez rien. Le sexe est difficile, c'est vrai. Mais c'est de quelque chose de difficile, de lourd, que nos épaules ont été chargées. Presque tout ce qui est sérieux est difficile. Et tout est sérieux. Si vous en prenez conscience et parvenez à conquérir une relation au sexe qui vienne de vous-même, des dispositions et de la manière d'être qui sont les vôtres, de l'expérience, de l'enfance et de la force qui sont les vôtres, hors de toute influence des conventions et des mœurs, alors vous n'aurez plus à craindre de vous perdre ou de devenir indigne de ce que vous possédez de plus précieux. La volupté physique est un instant vécu par les sens, au même titre que le pur regard ou la pure sensation dont un beau fruit comble la langue. C'est une expérience grande, infinie qui nous est donnée là, un savoir sur le monde, la profusion et l'éclat de tout savoir. Et ce n'est pas de l'accueillir qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que presque tout le monde mésuse de cette expérience, la gaspille, l'utilise pour mettre un peu de sel aux endroits où la vie se sent trop lasse, et en fait une distraction au lieu d'une concentration pour affronter les sommets. Aussi bien les hommes ont-ils fait pareillement de la nourriture autre chose qu'elle n'est. L'indigence d'une part, la surabondance de l'autre, ont troublé la clarté de ce besoin, et toutes les exigences simples et profondes où la vie vient se renouveler sont devenues troubles aussi. Mais l'individu, sinon l'individu qui est trop dépendant, du moins le solitaire, peut les clarifier pour son propre compte et vivre dans la clarté. Il peut se souvenir que, quelle qu'elle soit, la beauté dans les animaux et les plantes est une forme calme et durable faite d'amour et de désir, et il peut voir l'animal comme il voit la plante, s'unissant, croissant et se multipliant dans la patience et l'acceptation. Non point pour le plaisir physique, non point par souffrance physique, mais en se pliant à des nécessités qui sont plus grandes que la souffrance ou le plaisir, et plus puissantes que la résistance ou la volonté. Ah, si l'homme pouvait recevoir avec plus d'humilité, porter et supporter avec plus de sérieux ce mystère dont la terre est remplie jusque dans ses plus petites choses, et sentir combien ce mystère est effroyablement lourd et difficile, au lieu de le prendre à la légère. S'il pouvait regarder avec une crainte respectueuse sa propre fécondité, qui est une, qu'elle apparaisse comme spirituelle ou corporelle, car même la création spirituelle procède de la création physique, et de la même essence qu'elle, sinon qu'elle est comme la répétition plus subtile, plus extatique et plus éternelle de la volupté du corps. La pensée que l'on est créateur, qu'on engendre, qu'on donne forme, n'est rien sans sa grande, sa constante confirmation et réalisation dans le monde, rien sans l'assentiment que les choses et les animaux donnent sous 1000 formes, et la jouissance que l'on en tire n'est aussi indescriptiblement belle et riche
que parce qu'elle est pleine de souvenirs hérités, laissés par l'engendrement et l'accouchement auxquels ont procédé des millions d'êtres. Dans une seule pensée de créateur revivent 1000 nuits d'amour oubliées, qui la remplissent de majesté et de sublime. Et ceux, au long des nuits, qui s'unissent et s'entrelacent dans les bercements de la volupté, font un travail plein de sérieux, amassent des douceurs, de la profondeur et de la force destinés à nourrir le chant de quelque poète à venir, qui se lèvera pour dire d'indicibles délices. Et ils appellent le futur, et même s'ils s'égarent, s'étreignent en aveugles, cet avenir viendra, un homme nouveau surgira, et sur ce sol fait d'un hasard qui semble avoir ici terminé son œuvre, c'est la loi qui s'éveillera, la loi selon laquelle une vigoureuse et résistante semence se frayera un chemin jusqu'à l'ovule qui s'avance pour l'accueillir. Ne vous laissez pas abuser par la surface. Dans les profondeurs, tout devient loi. Et ceux dont la manière de vivre ce mystère est fausse, mauvaise, ils sont très nombreux, ne le perdent que pour leur propre compte. Ils ne le transmettent pas moins sans le savoir, comme une lettre scellée. Et ne vous laissez pas affoler par la multiplicité des noms et la complexité des cas. Peut-être règne-t-il au-dessus de tout cela une grande maternité, sous la forme d'un désir commun à tous. La beauté de la Vierge, d'un être qui n'a, comme vous le dites si bien, encore rien produit, c'est la maternité qui se pressent et se prépare, dans l'angoisse et le désir. La beauté de la mère, c'est la maternité dans le service, et chez la vieille femme, il y a un grand souvenir. Et même dans l'homme, il y a de la maternité, me semble-t-il, une maternité du corps et de l'esprit. L'engendrement est aussi chez lui une sorte d'accouchement, et c'est un accouchement lorsqu'il crée à partir de sa profusion la plus intérieure. Peut-être les sexes sont-ils plus apparentés qu'on ne croit, et la grande régénération du monde consistera peut-être en ceci que l'homme et la jeune fille, libérés de tous les errements sentimentaux et de toutes les morosités, ne se chercheront plus comme des contraires, mais comme frères et sœurs, comme des voisins, et s'uniront comme des êtres humains, afin de porter ensemble, dans la simplicité, le sérieux et la patience, le fardeau imposé de la sexualité. Mais le solitaire peut dès à présent préparer et construire de ses mains, qui sont moins promptes à s'égarer, tout ce dont le grand nombre ne sera peut-être capable que plus tard. Aussi, très cher monsieur, aimez votre solitude, et portez au son d'une belle plainte la douleur qu'elle vous cause. Car ceux qui vous sont proches sont au loin, dites-vous, et cela montre que l'espace commence à s'élargir autour de vous. Si la proximité vous est lointaine, alors vos grands espaces sont déjà parmi les étoiles, et ils sont fort vastes. Réjouissez-vous de votre croissance, à l'intérieur de laquelle vous ne pouvez assurément emmener personne. Soyez bons envers ceux qui restent en arrière, manifestez devant eux une tranquille assurance, ne les tourmentez pas avec vos doutes, et ne les effrayez pas avec une certitude ou une joie qu'ils ne pourraient comprendre. Cherchez à établir avec eux quelque communauté qui soit simple et fidèle, et qui ne soit point obligée de se modifier si vous-même devenez toujours autre. Aimez en eux la vie sous une forme qui vous est étrangère, et soyez indulgente envers les êtres qui vieillissent, qui redoutent d'être seuls quand vous regardez cela avec la confiance de la familiarité. Évitez d'alimenter le drame qui ne manque jamais de se tisser entre parents et enfants. Il coûte bien d'efforts aux enfants et consume l'amour des vieillards, qui agit et qui réchauffe même quand il ne comprend pas. Ne leur demandez aucun conseil et ne comptez sur aucune compréhension. Mais ayez foi en un amour qui vous est conservé comme un héritage, et gardez la confiante certitude qu'en cet amour réside une force et une bénédiction auxquelles vous n'êtes pas obligé d'échapper pour aller très loin. Il est bon que vous débouchiez dans l'immédiat sur un métier qui vous rendra indépendant et vous renverra totalement à vous-même, à tous égards. Attendez patiemment de savoir si les profondeurs les plus intimes de votre vie se sentent bridées par la forme de ce métier. Je le tiens pour très difficile et très exigeant, puisque sur lui pèsent de lourdes conventions et qu'il ne laisse presque aucune place à une conception personnelle de ce que l'on doit faire. Mais votre solitude vous sera un port, une patrie même au milieu de conditions fort étrangères, et c'est en partant d'elle que vous trouverez vos chemins. Tous mes vœux sont prêts à vous accompagner, et ma confiance est avec vous. Votre Rainer Maria Rilke. Rome, le 29 octobre 1903. Très cher monsieur, j'ai reçu votre lettre du 29 août à Florence, et ce n'est que maintenant, au bout de 2 mois, que je vous en donne des nouvelles.
Veuillez me pardonner ce retard, mais je n'aime guère écrire des lettres quand je suis en voyage, car j'ai besoin pour cela d'autre chose que des instruments strictement nécessaires. Un peu de calme, de solitude, et une heure qui ne soit point trop étrangère à cette activité. Nous sommes arrivés à Rome il y a environ 6 semaines, à un moment où c'était encore la Rome déserte, brûlante, à la sombre réputation de fièvre, et cette circonstance, jointe à des difficultés pratiques d'installation, a contribué à faire en sorte que l'agitation ne voulut point finir autour de nous, et que pesa sur nos épaules le sentiment d'être des étrangers, auquel s'ajoutait celui de ne pas avoir de patrie. Au surplus, Rome, quand on ne la connaît pas encore, donne les premiers jours d'une impression de tristesse écrasante. À cause de l'atmosphère de musée qu'elle exhale, grise et sans vie, de la profusion de ces passés que l'on a tirés au jour, que l'on maintient péniblement debout et dont se nourrit un présent minuscule, de l'insondable surestimation entretenue par les érudits, les philologues et copiée par les adeptes de l'inévitable voyage en Italie, l'insondable surestimation de toutes ces choses défigurées, en putréfaction, qui ne sont au fond rien d'autre que les restes fortuits d'un autre temps et d'une vie qui n'est pas et ne doit pas être la nôtre. Finalement, après des semaines d'une résistance quotidienne, on retrouve, quoique la tête vous tourne encore un peu, le chemin de son propre moi, et l'on se dit « Non, il n'y a pas ici plus de beauté qu'ailleurs, et tous ces objets que les générations n'ont cessé d'admirer, rafistolés et enjolivés par des tâcherons, des manœuvres, ne représentent rien, ne sont rien, et n'ont pas plus de cœur que de valeur. Mais il y a ici beaucoup de beauté, parce qu'il y a beaucoup de beauté partout. Des eaux pleines d'une vie sans limites accourent au fil des aqueducs anciens pour venir danser sur les nombreuses places de la ville, par-dessus des vasques de pierre blanches, s'étaler dans de larges et spacieux bassins, chanter pendant le jour, et élever leur... Pardon. Chointer pendant le jour, et élever leur chointement à la face de la nuit, qui est ici grande, étoilée, et douce du souffle des vents. Et il y a des jardins, d'inoubliables allées et des escaliers imaginés par Michel-Ange, des escaliers bâtis sur le modèle des eaux qui se laissent glisser, dont la large descente fait naître une marche de l'autre comme la vague de la vague. Ce sont ces impressions-là qui permettent de se rassembler, de se reconquérir en échappant à la multiplicité dévorante qui parle, qui bavarde, et comme elle est loquace, et d'apprendre lentement à reconnaître les très rares choses dans lesquelles perdure une éternité que l'on peut aimer, et une solitude à laquelle on peut prendre part en silence. J'habite encore en ville, sur le Capitole, non loin de la plus belle statue équestre que l'art romain nous ait laissée, celle de Marc Aurèle. Mais dans quelques semaines, je vais emménager dans un lieu simple et calme, une vieille terrasse perdue tout au fond d'un grand parc, à l'abri de la ville, de son bruit et de ses aléas. J'y habiterai tout l'hiver, en savourant le grand calme dont j'attends qu'il m'offre le présent de bonnes heures bien remplies. De cet endroit, où je serai davantage chez moi, je vous écrirai une plus longue lettre, où il sera encore question de la vôtre. Pour aujourd'hui, je me contenterai de vous dire, et peut-être n'est-ce pas bien de ma part que de ne pas l'avoir fait plus tôt, que le livre annoncé par votre lettre, et qui devait contenir des travaux de vous, n'est pas arrivé ici. Vous est-il revenu de Warpswede, peut-être? Car on ne peut pas faire suivre des paquets vers l'étranger. C'est la meilleure des hypothèses, et j'aimerais en avoir confirmation. J'espère qu'il ne s'est pas perdu, ce qui ne serait pas exceptionnel étant donné le fonctionnement de la poste italienne, hélas. Ce livre aussi, comme tout ce qui me donne des nouvelles de vous, je l'aurais accueilli avec plaisir, et les vers qui auront vu le jour entre-temps, je les lirai toujours si vous me les confiez, je les relirai, et les vivrai aussi bien et avec autant de cœur que je le pourrai. Recevez mes vœux et mes salutations, votre Rainer Maria Rilke. Et nous en avons fini avec les 5 premières lettres. Nous marquons une courte pause. Eh bien, je pensais pas que j'avais déjà lu autant. Je viens de voir l'heure. Ok. Vraisemblablement, j'ai mal jugé, j'ai mal jaugé du temps dont j'aurais besoin pour lire cette œuvre. On va finir aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais j'aurais pu faire 2 pauses, en fait, je pense. C'est sûrement à cause du fait que le livre est un petit peu grand,
grand format, donc du coup, les pages sont quand même pas mal remplies. Bref, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si ce sera à votre goût. Je sais pas si c'est si c'est au mien déjà. Je pense que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr. Je sais que ça peut sembler paradoxal de dire qu'on aime beaucoup et ensuite qu'on n'est pas sûr. En fait, je trouve ça ultra intéressant, mais en même temps, je trouve qu'il reste un peu évasif. C'est un peu ça. Il y a des choses que je trouve très intéressantes, il y a des choses qui me... Notamment dans la toute première lettre, toute première lettre, il y a des choses qui me parlent, qui me plaisent beaucoup dans ce qui est dit. L'idée de la critique ne peut pas atteindre l'art parce que quelque part l'art c'est affaire d'autre chose. L'art c'est affaire d'expression très personnelle, donc forcément que la critique stylistique et ainsi de suite ça n'a pas de sens. Ça je trouve ça très intéressant et je trouve ça assez juste, je crois. L'idée quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu le message, qu'il n'y a pas de bonne ou de manière d'écrire, etc. Qu'il faut juste presque se sentir le... Alors lui, il va carrément jusqu'à la nécessité. J'avoue que j'en ai déjà parlé en live, il me semble. J'avais toujours eu du mal avec cette idée-là. Je m'étais toujours dit que je trouvais ça étrange, ce poncif des artistes qui ont besoin d'écrire. Je sais pas. Quand je voyais un artiste dire, enfin un auteur du coup, dire j'ai besoin d'écrire, c'est un besoin, c'est une nécessité. J'avais tendance naturellement à avoir une pensée de l'ordre de oh là là, c'est bon, arrête de te la péter. Un peu un truc comme ça, quoi. Jusqu'à ce que je comprenne un peu ce qu'ils veulent dire en me retrouvant moi-même dans une situation où j'allais vraiment archi pas bien et où je me suis senti obligé d'écrire entre guillemets. Donc je peux comprendre quand même l'idée de nécessité d'expression quelque part. Et même si c'est pas nécessité d'écrire, je dirais au moins nécessité de créer. Parce que je sais que dans mon cas personnel, même quand je suis au plus mal, même quand je passe des moments très bressons, etc., j'ai sans arrêt des idées qui me viennent en tête et j'ai sans arrêt de la création qui me vient naturellement, si je peux dire. Donc je pense que quelque part le cerveau fait ce travail-là. Le cerveau fait ce travail-là de... même inconsciemment, quoi. C'est comme si mon cerveau était en mode... Tu le sais pas, mais t'as besoin. C'est un peu ça. C'est comme si mon cerveau me disait... Enfin, me susurrait. Tu sais pas que t'en as besoin, mais t'en as besoin, donc t'inquiète, je vais te faire venir des idées de toute manière. Hein. Un peu un truc comme ça. Shamast qui écrit aussi, d'ailleurs, je rappelle que j'ai déjà lu une œuvre de Shamast en live, n'hésitez pas à la retrouver sur les playlists. Du coup, c'est Damien Allemand, son nom d'auteur. Donc, je confirme la nécessité. Au début, on s'y colle et quand on commence à en prendre l'habitude, on en devient accro. Ah, c'est marrant, tu vois. Le principe de devenir accro à l'écriture, moi, j'ai jamais eu ça, je crois, moi. Quoique. En fait, je sais pas. Souvent, j'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression d'avoir des périodes, moi, plutôt. C'est-à-dire que pendant une période, je vais grave m'attacher à un projet et à une forme artistique. Et ensuite, je vais m'en séparer et je vais sauter sur une autre forme artistique. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, après un travail créatif, on se sent bien comme un peu après une séance de sport. Ah, c'est marrant. C'est marrant comme comparaison. Mais je trouve ça vraiment... En fait, je trouve ça très intéressant et à la fois très perturbant parce que justement, je me dis, on a tellement des manières, tous et toutes, on a tellement des manières différentes de vivre notre rapport à l'art, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que créateur, je trouve. Et du coup, c'est pour ça que je crois que j'aime assez le message de Rainer Maria Rilke, qui, je trouve, en son essence, en son... voilà, dans sa quintessence, dans vraiment le strict minimum de sa pensée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de... C'est avant tout quelque chose de très profond et de très personnel avec soi-même, quoi. Et du coup,
bah, je trouve que c'est assez indubitable pour le coup. Je trouve que c'est vraiment de là où on part tous, quoi. Et du coup, j'aime bien cette idée. Euh, Ça peut aussi forcément faire penser à un peu, ben, fais ce qui te fait vibrer, quoi. Fais ce qui te rend heureux, fais ce qui te fait vibrer, fais ce que tu as besoin de faire, etc., etc. Le regard, l'avis des autres, etc., on s'en fout. Ça peut aussi se résumer à ça. On peut un peu élaborer aussi. Euh, Quand il parle du fait que tout est sérieux, j'aime assez. J'aime assez et ça rejoint des phrases que j'ai déjà pu dire. Ça rejoint un peu des choses que j'ai déjà pu penser, des phrases que j'ai déjà pu dire. Je me suis déjà dit, ce truc-là de tout est important entre guillemets. L'idée aussi, ça c'est un truc qui me parle beaucoup via mon rapport à l'ennui, où je m'ennuie jamais en vérité. Franchement, je m'ennuie jamais. Et ça, j'ai de la chance. Je m'ennuie vraiment jamais. Et du coup, je reconnais un peu ça dans ce qu'il dit quand il dit que quelqu'un qui crée est capable de voir les richesses même dans les choses les plus pauvres, entre guillemets. Je partage assez ça. Je partage assez ça. Pour moi, la manière dont je l'aurais dit dans ma grille de lecture de la vie et de ce que je fais et ainsi de suite, ça aurait été le côté émerveillement. Ça aurait été le côté la capacité d'émerveillement. La capacité à, de n'importe quoi, à faire naître bah, des richesses, comme il le dit, quoi. De n'importe quoi, avoir ce sentiment de waouh, ok, le monde est incroyable. Quand il parle de la nature aussi, forcément. Même si je trouve qu'il y a d'autres choses à explorer que la nature comme thème. Mais forcément, on peut penser à ça avec la nature. Il parlait aussi de l'infiniment petit à un moment, si j'ai pas de bêtises, je sais plus. Ou bien je mélange avec une autre lecture. Parce que quand il a parlé de la gravité et de la légèreté, ça m'a fait beaucoup rire parce que en ce moment, je suis en train de lire L'insoutenable légèreté de l'être, écrit par Milan Kundera. Une lecture que je trouve ultra intéressante également. Et notamment, il y a des discours sur comment on peut prendre les choses avec gravité ou avec légèreté, et sur le fait qu'il y ait questionnement, en gros, sur légèreté ou gravité, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il n'y a pas quelque chose de très franc, il n'y a pas quelque chose de très direct, de directement saisissable. On peut pas instantanément dire la gravité ou la légèreté c'est grave ou la gravité ou la légèreté c'est bien. Et du coup, il y a ce questionnement dans l'insoutenable légèreté de l'être sur est-ce que prendre la vie de manière grave ou prendre la vie avec légèreté, c'est le bon chemin. Et évidemment, ça dépend énormément des mots qu'on va mettre derrière ça, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça va pas. Je trouve que ça reste encore une fois assez évasif, l'air de rien. Il nous raconte beaucoup de. Il y a beaucoup en fait de contexte. Il y a beaucoup de blabla pour dire ah désolé, je t'ai pas répondu, mais j'étais malade et puis j'étais à tel endroit et ceci et cela. Sur certaines lettres, il y a même presque plus de contexte que de contenu au final. Mais même avec le peu qui est dit, je trouve ça intéressant. Alors Chamas, du coup, il y a un commentaire que j'avais pas lu tout à l'heure qui disait ce que j'aime bien dans ses écrits, c'est qu'il nous plonge dans la vie de Rilke, on voyage et on partage son quotidien et ses pensées. Et du coup, tu complètes en disant ce que j'aime bien dans ce qu'il écrit, c'est de partager un bout de sa vie. Ce n'est pas le sujet des lettres, mais quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'être dans sa chambre à Paris, à Rome, en Allemagne. Ah, c'est marrant. Ok, je comprends que ça puisse avoir cet attrait-là. Personnellement, ça me touche beaucoup moins, j'avoue. Euh, Comme je disais, je pense que je préférerais euh, qu'il y ait un peu moins de contexte et un peu plus de contenu, si je peux dire. Euh, Moi, j'avoue, le contexte, c'est un peu plus no-care pour moi, même si je me dis en même temps, c'est logique. C'est pas un texte qui était certainement publié, enfin, qui était voué à être publié. C'est une correspondance privée de Rainer Maria Rilke avec un poète. Donc voilà, à la base, ça n'a pas été écrit en se disant ça va être lu par des gens.
autre que le jeune poète et Rilke. Euh, donc forcément, je me dis, bon, bah, il faut s'en accommoder parce que c'est comme ça, c'est des lettres privées. Mais j'avoue que moi, ce contexte, ouais, je suis un peu moins, ouais, je suis un peu moins intéressé par ça. Je suis un peu moins intéressé par ça. Même si ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, et en fait dans la globalité des lettres, mais euh, la manière dont il parle justement dans ce contexte, euh, je trouve montre quelque chose de très humain, de très bienveillant. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que, en soi, il y a des gens qui auraient pu très mal prendre ce que dit Rainer Maria Rilke, je trouve, dans la première lettre. Sauf que, on sent qu'il y a une énorme bienveillance. On sent qu'il y a une énorme bienveillance et on sent que c'est dit complètement honnêtement, mais pas du tout pour casser ou quoi que ce soit. C'est juste dit tel qu'il pense, quoi. Il est en mode, bah, ok, écoute, tu me demandes des conseils. Je sais pas s'il y a vraiment des conseils à donner déjà. Et puis, vu que tu me donnes des conseils, bah, je vais te donner ce qui me semble être ma version. Et du coup, de dire arrête de chercher. Arrête de chercher à l'extérieur. Arrête de chercher les conseils. C'est drôle parce que, oui, potentiellement, le jeune poète aurait pu le prendre mal et se dire ah bah super, il me répond pas, il me met un gros bloc, il me met un gros mur. Alors que justement, moi, je trouve pas du tout. Et je trouve qu'on sent dans le ton de la lettre qu'il y a vraiment une tendresse presque, une bienveillance qui est. D'ailleurs, je trouve que dans ce qu'on lit, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu d'à fleur de peau, de très sensible chez Rainer Maria Rilke, et ça me donne d'autant plus envie de découvrir le reste de son œuvre, de découvrir, si je puis dire, une vraie œuvre de Rainer Maria Rilke, pas juste ses correspondances. Donc peut-être un recueil de poèmes, peut-être un roman, un jour en live, je ne sais pas. C'est une possibilité. Bien, reprenons sans plus attendre avec les 5 dernières lettres. Je te souhaite une bonne écoute, Chamast. Bonne écoute à tous ceux dans le nombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la fin du live et je déciderai à la fin, je sais pas trop ce que je vais faire, je déciderai à la fin, mais il me semble qu'il y a 3 ou 4 lettres supplémentaires à la fin de l'œuvre. En vrai, je sais pas si j'ai envie de les lire parce que je crois que je les ai toutes lues en fait déjà en votre compagnie dans diverses lives de poésie. Parce qu'en gros, il y a du Rimbaud, il y a du Verlaine. Donc j'ai déjà lu tout ça en fait. Ouais, je vais peut-être pas les lire. Parce que bon, je les ai déjà lus. Je les ai déjà lus en live. Bref. Allons-y pour la suite. J'arrête de me perdre. À tout à l'heure. Rome, le 23 décembre 1903. Mon cher monsieur Capus, il ne sera pas dit que vous n'aurez pas eu un salut de ma part au moment où Noël approche et où votre solitude, au beau milieu de la fête, sera plus lourde à porter que d'ordinaire. Mais si vous vous apercevez alors qu'elle est grande, réjouissez-vous. Car que serait, c'est la question qu'il faut vous poser, une solitude qui n'aurait rien de grand? Il n'y a qu'une solitude. Elle est grande et n'est pas légère à porter, et presque tous connaissent un jour ces heures où ils l'échangeraient volontiers contre la plus quelconque, la plus banale, la plus facile des communautés, contre l'apparence d'une harmonie, aussi infime soit-elle, avec le premier venu, le plus indigne. Mais peut-être sont cela précisément les heures où la solitude grandit, car sa croissance est douloureuse comme la croissance des jeunes garçons et triste comme le début des printemps. Mais cela ne doit pas vous égarer. Ce qui est nécessaire se résume à ceci. Solitude, grande solitude intérieure. Rentrer en soi-même et ne rencontrer personne pendant des heures, voilà ce à quoi il faut pouvoir parvenir.
Être solitaire comme on était solitaire enfant, quand les adultes allaient et venaient dans un entrelac de choses qui semblaient importantes et grandes, parce que les grands paraissaient plongés dans un grand affairement et que l'on ne comprenait rien à ce qu'ils faisaient. Mais quand on voit un jour combien leurs occupations sont pauvres, leurs métiers sclérosés, n'ayant plus aucun lien avec la vie, pourquoi dès lors ne pas continuer, comme un enfant, à les regarder comme quelque chose d'étranger, depuis les profondeurs de son propre monde, depuis l'immensité de sa propre solitude, qui est elle-même un travail, un rang, un métier? Pourquoi vouloir échanger la sage absence de compréhension d'un enfant contre la résistance et le mépris, puisque ne pas comprendre, c'est rester solitaire, alors que résister et mépriser, c'est encore prendre part à ce dont, par ses moyens, on prétend se séparer? Pensez, très cher monsieur, au monde que vous portez en vous, et donnez à cette pensée le nom qui vous plaira. Souvenir de votre propre enfance ou désir qui vous pousse vers votre propre avenir. Soyez attentif, en tout cas, à ce qui se lève en vous, et mettez-le au-dessus de tout ce que vous remarquez autour de vous. Ce qui advient au plus profond de vous est digne de tout votre amour. C'est à cela que vous devez consacrer votre travail, au lieu de perdre trop de temps et d'ardeur à éclaircir votre position vis-à-vis des hommes. Qui vous dit d'ailleurs que vous en avez une? Je sais que votre métier est dur et qu'il vous contrarie extrêmement. Je prévoyais vos plaintes et savais qu'elles viendraient. Maintenant qu'elles sont venues, je ne peux pas vous tranquilliser. Je peux seulement vous conseiller de réfléchir en vous demandant si tous les métiers ne sont pas comme cela, pleins d'exigences, d'hostilité à l'égard de l'individu, imbibés en quelque sorte par la haine de ceux qui se sont résignés, dans une rancœur muette, à la sécheresse du devoir. La condition dans laquelle vous êtes maintenant forcé de vivre n'est pas plus accablée de conventions, de préjugés ni d'erreurs que toutes les autres, et s'il y en a qui affichent plus de liberté, il n'y en a aucune qui, en elle-même, offre assez d'ampleur et d'espace et soit en rapport avec les grandes choses dont se compose la vie réelle. Seul l'individu qui est solitaire est soumis comme une chose aux lois profondes, et quand l'un d'eux sort dans le matin qui se lève ou plonge le regard dans le soir qui est tout événement, quand il sent ce qui est en train d'advenir, toute condition l'abandonne comme elle abandonne un mort, alors qu'il ne baigne que dans la vie. Les expériences qui sont actuellement imposées à l'officier que vous êtes, très cher monsieur Capus, se seraient fait sentir de la même façon dans tous les métiers existants, et même si, en dehors de toute opposition, vous n'aviez cherché avec la société qu'un contact léger et autonome, ce sentiment d'oppression ne vous aurait pas été épargné. Il en va de même partout. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller à l'angoisse ou à la tristesse. S'il n'y a point de communauté entre les hommes et vous, essayez d'être proche des choses, qui ne vous abandonneront pas. Les nuits sont encore là, et les vents, qui traversent les arbres et balaient de nombreux pays. Parmi les choses et les animaux encore, tout est plein de ce qui advient, et à quoi il vous est permis de prendre part. Et les enfants sont encore tels que vous avez vous-même été, enfants, aussi tristes et aussi heureux. Et lorsque vous pensez à votre enfance, vous vivez à nouveau parmi eux, parmi les enfants solitaires, et les adultes ne sont rien, et votre dignité est sans valeur. Et si c'est pour vous un sujet d'angoisse, une torture que de penser à l'enfance, à la simplicité et au calme qu'elle évoque, parce que vous ne croyez plus en un Dieu qui y est partout présent, alors demandez-vous, très cher monsieur Capus, si vous avez réellement perdu Dieu. N'est-ce pas, bien plutôt, que vous ne l'avez jamais possédé? Car à quel moment aurait-ce été le cas? Croyez-vous qu'un enfant puisse le soutenir, lui que des hommes faits Croyez-vous qu'un enfant puisse le soutenir, lui que des hommes faits ne porte qu'avec peine et dont le poids écrase les vieillards? Croyez-vous que celui qui l'a réellement puisse le perdre comme un petit caillou, ou ne croyez-vous pas que celui qui l'aurait ne pourrait plus qu'être perdu par lui? Mais si vous reconnaissez qu'il n'était pas en votre enfance, ni auparavant, si vous avez le pressentiment que le Christ a été trompé par son désir, et Mahomet abusé par son orgueil, et si vous sentez avec terreur qu'il n'est pas non plus dans ce moment, au moment même où nous parlons de lui, qu'est-ce qui vous autorise à regretter comme un être du passé, et à chercher comme s'il était perdu, celui qui n'a jamais été? Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il est celui qui vient, qui est devant nous de toute éternité, qui est à venir, l'aboutissement et le fruit d'un arbre dont nous sommes les feuilles? Qu'est-ce qui vous retient de rejeter sa naissance dans les temps en gestation et de vivre votre vie comme un jour douloureux
et beau dans l'histoire d'une immense grossesse. Ne voyez-vous donc pas que tout ce qui advient est encore et toujours commencement, et ne pourrait-ce pas être son commencement, puisque enfin tout début est en soi d'une si grande beauté? S'il est le plus parfait, ne doit-il pas y avoir quelque chose de plus petit avant lui, avant qu'il puisse choisir dans la profusion et la surabondance? N'est-ce pas lui qui doit être le dernier, s'il faut que tout soit contenu en lui, et quel sens aurions-nous si celui dont nous avons soif avait déjà été? De même que les abeilles composent le miel, de même nous allons prendre en chaque chose ce qu'il y a de plus doux, et nous le construirons. C'est même avec l'infime, avec l'insignifiant, pourvu qu'il advienne dans l'amour, que nous débutons, avec le travail et le repos qui le suit, avec le silence qu'on garde ou une petite joie solitaire, avec tout ce que nous faisons seuls, sans partisans ni participants, que nous le commençons. Lui, que notre vie ne verra pas, pas plus que celle de nos ancêtres ne nous a vus. Et pourtant, ils sont en nous, ceux qui s'en sont allés depuis longtemps. Ils sont nos dispositions, ils pèsent sur notre destin, ils sont le sang qui gronde en nous et le geste qui monte des profondeurs du temps. Existe-t-il quelque chose qui puisse vous enlever l'espoir d'être un jour en lui, le lointain des lointains, l'extrême des extrêmes? Fêtez Noël, cher monsieur Capus, dans le pieux sentiment qu'il a peut-être justement besoin de votre angoisse devant la vie pour commencer. Ces jours qui sont pour vous transition sont peut-être justement le temps où tout en vous travaille à le faire devenir, de même qu'autrefois, enfant, vous y avez déjà travaillé à perdre haleine. Soyez patient, sans réticence, et songez que le moins que nous puissions faire est de ne pas rendre son avènement plus difficile que la terre ne le fait pour le printemps lorsqu'il veut venir. Et soyez joyeux et confiants. Votre Rainer Maria Rilke. Rome, le 14 mai 1904. Mon cher monsieur Capus, il s'est passé beaucoup de temps depuis que j'ai reçu votre dernière lettre. Ne m'en tenez pas rigueur. Ce sont d'abord le travail, ensuite des dérangements, enfin une mauvaise santé, qui m'ont chaque fois empêché de vous faire une réponse qui, je le voulais, devait témoigner à vos yeux de jours tranquilles et bons. Je me sens à présent un peu rétabli. Ici aussi, le début du printemps, avec ses sauts capricieux et mauvais, s'est fait durement sentir. Et je parviens enfin, cher monsieur Capus, à vous envoyer mon salut pour vous dire en même temps, aussi bien que j'en sois capable, et je le fais de très bon cœur, 2 ou 3 choses en réponse à votre lettre. Vous le voyez, j'ai recopié votre sonnet, car j'ai trouvé qu'il était beau, simple, et né dans une forme où il se meut avec une fort tranquille correction. Ce sont les meilleurs vers de vous qu'il m'ait été donné de lire. Voici donc que je vous remets cette copie, parce que je sais que cela est important, que cela est plein d'une expérience nouvelle lorsqu'on retrouve son propre travail dans une écriture étrangère. Lisez ces vers comme s'ils vous étaient étrangers, et vous sentirez au plus profond de vous combien ce sont les vôtres. J'ai eu plaisir à relire souvent ce sonnet et votre lettre. Soyez remerciés pour les deux. Et ne vous laissez pas égarer dans votre solitude par le fait qu'il y a quelque chose en vous qui souhaite lui échapper. C'est ce souhait, justement, si vous l'utilisez avec calme, souverainement, comme un outil, qui vous aidera à élargir votre solitude à la taille d'un vaste pays. Les gens, à l'aide de conventions, ont tout résolu dans le sens de la légèreté, de la facilité, en allant même vers ce qu'il y a de plus léger dans la légèreté. Or, il est clair que nous devons nous tenir à ce qui est lourd, difficile. Tout ce qui vit s'y tient, tout dans la nature croît, se défend selon son espèce, et quelque chose de particulier en partant de soi-même tente de l'être à tout prix, et malgré toutes les résistances. Nous savons peu de choses, mais ce qui est une certitude, et elle ne nous abandonnera pas, c'est que nous devons nous tenir à ce qui est difficile et lourd. Il est bon d'être solitaire, car la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit être pour nous une raison supplémentaire de l'accomplir. Aimer aussi est bon, car l'amour est difficile. S'aimer, d'être humain à être humain, voilà peut-être la tâche la plus difficile qui nous soit imposée, l'extrême, la suprême épreuve, le travail en vue duquel tout autre travail n'est que préparation. C'est pourquoi les jeunes gens qui sont débutants en tout ne peuvent pas encore aimer. Il faut qu'ils apprennent. Il faut que tout leur être, de toute leur force rassemblées autour de leur cœur solitaire, angoissé, qui cherche à jaillir, ils apprennent à aimer. Or, l'apprentissage est toujours un long temps d'enfermement, si bien que l'amour est ainsi repoussé loin dans le temps, jusqu'au cœur de la vie. Solitude,
isolement encore plus intense et plus profond pour celui qui aime. Aimer n'a d'abord rien d'une absorption, d'un abandon ni d'une union avec l'autre, car que serait l'union de choses qui ne sont pas éclaircies, ne sont pas achevées, ne sont pas encore mises en ordre. C'est une sublime occasion pour l'individu de mûrir, de devenir quelque chose en lui-même, de devenir un monde, de devenir, pour l'amour d'un autre, un monde pour lui-même. C'est une grande et immodeste exigence qui s'adresse à lui, qui en fait un élu et l'appelle à l'immensité. Les jeunes gens ne devraient user de l'amour qui leur est donné que dans ce sens-là, celui d'une tâche consistant à travailler sur soi-même, à ausculter et marteler jour et nuit. L'absorption, l'abandon, la communauté, de quelque espèce qu'elle soit, ne sont pas pour eux, qui devront épargner et amasser longtemps, longtemps encore. Ils sont l'aboutissement, et peut-être ce à quoi les vies humaines ne peuvent pas encore suffire. Mais c'est là justement l'erreur si fréquente et si lourde que commettent les jeunes gens. Il est dans leur nature de n'avoir pas de patience. Ils se jettent l'un sur l'autre lorsque l'amour descend sur eux, ils se déversent tels qu'ils sont, dans tout leur manque de cohérence, leur désordre, leur confusion. Que peut-il arriver ? Que peut faire la vie de ce bric-à-brac à moitié démoli, qu'ils nomment leur communauté, et qu'ils aimeraient bien appeler leur bonheur s'il y avait quelque apparence, et leur avenir ? Là, chacun, pour l'amour de l'autre, se perd l'autre et beaucoup d'autres qui voulaient encore venir. Et il perd les vastes espaces et les possibilités. Il échange l'approche et le vol de choses discrètes et pleines de pressentiments contre le désarroi infécond d'où plus rien ne peut venir. Plus rien qu'un peu de dégoût, de déception et de pauvreté. Et la fuite dans l'une des nombreuses conventions qui sont placées comme des abris publics le long de ce chemin, le plus dangereux de tous. Aucun domaine de l'expérience vécue par les hommes n'est aussi bien pourvu de conventions que celui-là. On y trouve des ceintures de sauvetage de l'invention la plus variée, des canaux, des flotteurs. Les vues de la société ont su créer des échappatoires de toutes sortes, car comme elle avait tendance à prendre la vie de l'amour pour une distraction, il fallait aussi qu'elle l'aménageât de manière à la rendre simple, peu coûteuse, sûre et sans danger, comme le sont les divertissements publics. Certes, bien des jeunes gens qui aiment comme il ne faut pas, c'est-à-dire en se contentant de s'abandonner et en fuyant la solitude, et le gros en restera toujours là, ressentent l'accablement d'un ratage et veulent aussi rendre vital et fécond à leur manière propre, personnelle, l'état dans lequel ils sont tombés par hasard. Car leur nature leur dit que, moins encore que toutes les autres choses importantes, les questions de l'amour ne peuvent être résolues par l'ordre public ni par tel ou tel consensus. Que ce sont des questions qui impliquent, de tout près, deux êtres humains et qui nécessitent une réponse à chaque fois nouvelle, particulière, exclusivement personnelle. Or, comment ceux qui se sont déjà jetés l'un dans l'autre, qui ne se distinguent, ne se délimitent plus, qui donc ne possèdent plus rien en propre, pourraient-ils trouver une issue en partant d'eux-mêmes des profondeurs d'une solitude qu'ils ont déjà galvaudée ? Ils n'agissent qu'à partir de leur commun désarroi, et lorsqu'ils veulent ensuite, avec la meilleure volonté, éviter la convention qui leur vient à l'esprit, le mariage par exemple, ils tombent dans les rets d'une solution conventionnelle moins voyante, mais tout aussi mortelle. Car alors tout ce qui les entoure, bien loin à la ronde, n'est que convention. Lorsque l'on agit à partir d'une communauté peu claire où les flots se sont mêlés trop tôt, tout acte est conventionnel. Toute relation issue de cette confusion, aussi inhabituelle, c'est-à-dire au sens courant aussi immorale, qu'elle soit, à sa convention. À vrai dire, même la séparation serait là une démarche conventionnelle, une décision de hasard, impersonnelle, qui n'aurait ni force ni fruit. Celui qui regarde ces choses avec sérieux constatera que, comme pour la mort, qui est difficile, personne, pour le difficile amour, ne peut donner de l'extérieur ni lumière, ni solution, ni signe, ni sentier. Et pour ces deux tâches que nous portons et transmettons dans leur enveloppe sans la décacheter, on ne parviendra pas à trouver de règles communes reposant sur une entente générale. Mais au fur et à mesure que nous commencerons à nous essayer à la vie en tant qu'individus, nous rencontrerons ces grandes choses, nous, individus, à une plus grande proximité. Les exigences que ce lourd travail de l'amour impose à notre développement ne sont pas à la mesure d'une vie, et les débutants que nous sommes ne sont pas à leur hauteur. Mais si nous tenons bon, si nous prenons cet amour sur nos épaules comme un fardeau et un apprentissage, au lieu de nous perdre au jeu de la facilité et de la frivolité derrière lequel les humains se sont dissimulés pour échapper à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sérieux de leur existence, alors, peut-être un petit progrès, un soulagement seront-ils sensibles à ceux qui viendront longtemps après nous.
ce ne serait pas rien. Nous commençons à peine, en effet, à considérer avec un regard objectif, dénué de préjugés, la relation d'un être humain à un autre individu, et nos tentatives pour vivre ces rapports ne peuvent s'appuyer sur aucun modèle antérieur. Et cependant, il y a déjà dans ces métamorphoses de l'époque bien des éléments qui cherchent à venir en aide à nos timides débuts. Si la jeune fille et la femme, dans le nouvel épanouissement qui leur est propre, imitent la manière et les mauvaises manières des hommes et reprennent les métiers des hommes, ce ne sera que passager. Une fois passée l'incertitude de ces temps de transition, on verra que les femmes n'auront traversé cette multiplicité et cette succession de déguisements, bien souvent ridicules, qu'afin de purifier leur être le plus propre des influences de l'autre sexe qui le défiguraient. Les femmes, en qui la vie séjourne et loge avec plus d'immédiateté, de fécondité et de confiance, n'ont pu faire autrement que de devenir des êtres au fond plus mûrs, des humains plus humains que l'homme, qui, léger, n'est tiré en dessous de la surface de la vie par le poids d'aucun fruit de son corps et qui, dans la suffisance et la précipitation, sous-estime ce qu'il croit aimer. Cette humanité de la femme, portée à son terme dans les douleurs et les humiliations, apparaîtra au grand jour lorsque les métamorphoses de sa condition extérieure lui auront permis de se dépouiller des conventions qui la réduisent à la seule féminité, et les hommes, qui ne le sentent pas venir, seront surpris par leur défaite. Un jour, et des signes qui ne trompent pas parlent et brillent dès à présent, surtout dans les pays nordiques. Un jour, la jeune fille sera là, la femme sera là, dont le nom ne sera plus seulement l'opposé du masculin, mais quelque chose en soi, quelque chose qui ne fera penser ni à un complément ni à une limite, mais seulement à la vie et à l'existence, l'être humain féminin. Ce progrès transformera, tout à fait contre la volonté des hommes dans un premier temps qui seront dépassés, notre manière de vivre l'amour, plongée aujourd'hui dans un total égarement. Il la transformera de fond en comble, en fera une relation comprise comme celle d'un être humain à un être humain, et non plus d'un homme à une femme. Et cet amour, plus humain, qui s'accomplira avec infiniment d'égards et de discrétion, où l'on se lira et se délira dans la bonté et la clarté, ressemblera à celui que nous préparons dans le combat et l'effort, à un amour ne consistant en rien d'autre qu'en deux solitudes qui l'une l'autre se protègent, se circonscrivent et se saluent. Ceci encore. N'allez pas croire que ce grand amour qui a été mis sur vos épaules quand vous étiez petit garçon se soit perdu. Pouvez-vous affirmer qu'en ce temps-là, des vœux grands et bons n'ont pas mûri en vous, et des résolutions qui vous font vivre encore? Je crois que si cet amour garde tant de force et de puissance dans votre souvenir, c'est parce qu'il a été votre première solitude profonde et le premier travail intérieur que vous ayez fait sur votre vie. Tous mes vœux vous accompagnent, cher monsieur Capus. Votre Rainer Maria Rilke. Borgebygard, Flydieu, Suède. Le 12 août 1904. Je voudrais à nouveau vous parler un moment, cher monsieur Capus, bien que je ne puisse pratiquement rien dire qui vous soit de quelque secours, et fort peu de choses qui vous soient utiles. Vous avez eu de nombreuses et de grandes tristesses, elles se sont enfuies. Et vous dites que ce passage, cette fugacité même, a été difficile et contrariante pour vous. Mais demandez-vous, je vous en prie, si ces grandes tristesses ne vous ont pas bien plutôt traversé en plein milieu. Si beaucoup de choses ne se sont pas métamorphosées en vous, si quelque part, en un point quelconque de votre être, vous ne vous êtes pas transformé pendant que vous étiez triste. Ne sont dangereuses et mauvaises que les tristesses qu'on promène dans le monde pour que le bruit couvre leur voix. Comme les maladies que l'on traite superficiellement, déraisonnablement, elles ne font que reculer pour n'être que plus terribles, lorsque, après une petite pause, elles refont irruption. Elles s'amassent au-dedans, elles sont de la vie non vécue, dédaignée, perdue, dont on peut mourir. S'il nous était possible de voir au-delà des limites de notre savoir, et même un peu plus loin que les avant-postes de notre pressentiment, peut-être supporterions-nous nos tristesses avec plus de confiance que nos joies. Car elles sont les instants où quelque chose de nouveau entre en nous, quelque chose d'inconnu. Nos sentiments, craintifs et mal à l'aise, sont tout à coup muets, tout en nous recule, il se fait un silence, et le nouveau, que personne ne connaît, se tient au beau milieu, et il se tait. Je crois que toutes nos tristesses sont des moments de tension que nous ressentons comme une paralysie parce que nous n'entendons plus vivre nos sentiments frappés de stupeur par cet étranger.
parce que nous sommes seuls avec l'étranger qui est entré en nous, parce que tout ce qui nous est familier et habituel nous est pour un instant enlevé, parce que nous sommes au beau milieu d'un gué où nous ne pouvons pas faire halte. C'est pourquoi la tristesse passe aussi. Le nouveau en nous, ce qui est venu nous rejoindre, est entré dans notre cœur, a pénétré dans sa chambre la plus intérieure, et n'y est du reste déjà plus. Il est déjà dans notre sang. Et nous n'avons pas eu le temps de savoir de quoi il s'agissait. On n'aurait aucune peine à nous faire croire qu'il ne s'est rien passé, et pourtant nous nous sommes métamorphosés, comme une maison se métamorphose lorsqu'un hôte y a pénétré. Nous ne pouvons pas dire qui est venu, nous ne le saurons peut-être jamais, mais bien des signes laissent penser que c'est ainsi que l'avenir entre en nous, pour se métamorphoser en nous bien avant de se produire. Voilà pourquoi il est si important d'être solitaire et attentif quand on est triste. L'instant apparemment fixe, non perçu comme un événement, où notre avenir pénètre en nous, est infiniment plus proche de la vie que cet autre moment, bruyant et fortuit, où il survient pour nous comme de l'extérieur. Plus nous sommes calmes, patients et ouverts lorsque nous sommes tristes, plus le nouveau entre en nous profondément, directement, mieux nous en faisons l'acquisition, plus il sera un destin vraiment nôtre. Et lorsqu'un jour, plus tard, il s'accomplira, c'est-à-dire sortira de nous pour aller vers les autres, nous sentirons à son égard la parenté et la proximité les plus intimes. Et cela est nécessaire. Il est nécessaire, et c'est vers là qu'ira peu à peu notre développement, que ne nous advienne rien d'étranger, mais seulement ce qui nous appartient de longue date. On a déjà dû repenser tant de conceptions du mouvement. Il faudra bien aussi en venir à admettre que ce que nous appelons destin sort des hommes et n'entre pas en nous de l'extérieur. Simplement, comme tant d'entre eux ont omis, aussi longtemps qu'en eux vivait leur destin, de s'en imprégner et de les transformer pour en faire leur propre substance, ils n'ont pas su reconnaître ce qui sortait d'eux-mêmes. Cela leur était si étranger que, dans l'affolement de la terreur, ils ont cru que cela venait à peine d'entrer en eux, car ils pouvaient jurer qu'il n'y avait auparavant jamais trouvé rien de semblable. De même qu'on s'est longtemps trompé sur le mouvement du soleil, de même on se trompe encore sur le mouvement de ce qui vient. L'avenir est fixe, cher monsieur Capus, c'est nous qui sommes en mouvement dans un espace infini. Comment notre condition ne serait-elle pas difficile ? Et si nous parlons à nouveau de solitude, il est de plus en plus clair qu'elle n'est en fait rien qu'il nous soit loisible de choisir ou de laisser. Nous sommes seuls. On peut se donner le change et faire comme s'il n'en était pas ainsi, mais pas plus. Or, combien ne vaut-il pas mieux reconnaître que nous le sommes, et même partir précisément de là ? Alors, assurément, nous serons pris de vertige, car tous les points sur lesquels notre regard avait l'habitude de se reposer nous sont enlevés. Il n'y a plus rien de proche, et tout ce qui est lointain est à une distance infinie. Celui qui, sortant de sa chambre, serait presque sans transition ni préparation, transporté au sommet d'une haute montagne, éprouverait à coup sûr une sensation analogue, une insécurité sans pareille, l'impression d'être livré à quelque chose qui n'a pas de nom, manquerait de l'anéantir. Il penserait tomber, ou se croirait projeté dans l'espace, ou se sentirait éclater en 1000 morceaux. Quel énorme mensonge son cerveau ne devrait-il pas inventer pour rattraper ses sens et s'en expliquer l'état ? C'est de la même manière que se transforment, pour celui qui devient solitaire, toutes les distances, toutes les mesures. Parmi ces transformations, beaucoup se produisent brutalement, et comme pour l'homme sur la montagne naissent alors de singulières illusions, des sensations étranges, qui semblent prendre une ampleur dépassant tout ce qui est supportable. Mais il est nécessaire que nous vivions aussi cela. Nous devons accepter notre existence aussi loin qu'elle puisse aller. Tout, même l'inouï, doit y être possible. C'est là, au fond, le seul courage que l'on exige de nous. Être assez courageux pour accueillir ce qui peut venir à notre rencontre de plus étrange, de plus extravagant, de plus inexplicable. La lâcheté des hommes à cet égard a causé à la vie des dommages sans limite. Les expériences vécues que l'on nomme apparitions, tout ce que l'on appelle le monde des esprits, la mort, toutes ces choses qui nous sont si apparentées ont été à tel point expulsées de la vie par une résistance quotidienne que les sens avec lesquels nous pourrions les saisir se sont atrophiés. Ne parlons pas de Dieu. Mais la peur de l'inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu, elle a aussi confiné les relations d'être humain à être humain, les a en quelque sorte tirés du lit d'un fleuve d'infinies possibilités pour les laisser sur une friche de la grève à laquelle rien n'advient.
car cela n'est pas dû à la seule paresse, si les rapports entre les humains se répètent d'un cas à un autre avec la même indicible monotonie, dans une absence totale de renouvellement. Cela est dû à la crainte de tout vécu nouveau, imprévisible, qu'on ne se croit pas de taille à affronter. Or, seul celui qui s'attend à tout, qui n'exclut rien, pas même ce qu'il y a de plus énigmatique, vivra sa relation à l'autre comme quelque chose de vivant, et, de son côté, épuisera sa propre existence. Car si nous nous représentons cette existence de l'individu comme un espace plus ou moins grand, il apparaît que la plupart ne connaissent qu'un petit coin de leur espace, une place près de la fenêtre, une étroite bande de sol où ils font les 100 pas. Cela leur donne une certaine sécurité. Et pourtant, combien plus humaine est la périlleuse insécurité qui, dans les histoires de Poe, pousse les prisonniers à reconnaître à tâtons les formes de leur effroyable cachot, à ne pas rester étrangers aux terreurs indicibles de l'endroit où ils séjournent. Nous ne sommes pas des prisonniers. On n'a placé autour de nous ni trappe ni nœud coulant, et il n'y a rien qui doive nous faire peur ni nous tourmenter. Nous sommes placés dans la vie, comme dans l'élément qui nous correspond le mieux, et une adaptation poursuivie pendant des millénaires, au surplus, nous a rendus si semblables à cette vie que si nous nous tenons quoi, un heureux mimétisme fait que nous ne nous distinguons pratiquement pas de tout ce qui nous entoure. Nous n'avons aucune raison d'avoir de la méfiance envers le monde qui est le nôtre, car il n'est pas contre nous. S'il contient des terreurs, ces terreurs sont les nôtres, des abîmes. Ces abîmes nous appartiennent. S'ils présentent des dangers, nous devons essayer de les aimer. Et pourvu que nous réglions notre vie sur le principe qui nous conseille de toujours nous en tenir à ce qui est lourd, difficile, ce qui nous apparaît aujourd'hui encore comme la chose la plus étrangère deviendra ce que nous aurons de plus familier et de plus fidèle. Comment oublier les vieux mythes qui sont au commencement de tous les peuples, ces mythes qui nous parlent de dragons métamorphosés, à l'instant ultime, en princesses. Peut-être tous les dragons de notre vie sont-ils des princesses qui n'attendent que le moment de nous voir beaux et courageux. Peut-être tous les effrois ne sont-ils, au fond du fond, qu'une impuissance qui demande notre aide. Aussi, cher monsieur Capus, ne devez-vous pas vous effrayer quand une tristesse se lève devant vous, si grande que jamais vous n'en aviez vu de pareille. Si une inquiète agitation, comme la lumière et l'ombre des nuages, parcourt vos mains et tout ce que vous faites. Il vous faut penser alors que quelque chose se passe en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main. Elle ne vous laissera pas tomber. Pourquoi voudriez-vous exclure de votre vie quelque anxiété, quelque douleur, quelque mélancolie que ce soit, puisque vous ignorez quel est le travail que ces états accomplissent en vous? Puisque vous savez bien que vous êtes au milieu de transition, et que vous ne souhaitiez rien tant que de vous transformer. S'il y a quelque chose de maladif dans les processus qui agissent en vous, songez que la maladie est le moyen par lequel l'organisme se libère de ce qui lui est étranger. Il faut au contraire l'aider à être malade, à couver jusqu'au bout de sa maladie, jusqu'à ce qu'elle éclate, car c'est un progrès pour lui. Il se passe en ce moment tant de choses en vous, cher monsieur Capus. Il vous faut être patient, comme un malade, et assuré comme un convalescent, car vous êtes peut-être les deux. Et plus encore, vous êtes le médecin qui doit veiller sur lui-même. Mais il y a au cours d'une maladie bien des jours où le médecin ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Et à présent, c'est avant tout cela que vous avez à faire en tant que votre propre médecin. Ne vous observez pas trop. Ne tirez pas de conclusions trop rapides de ce qui vous arrive. Laissez-le simplement arriver. Sans quoi, vous n'auriez que trop tendance à jeter un regard réprobateur, c'est-à-dire moral, sur votre passé, qui a naturellement sa part dans tout ce qui vous advient actuellement. Ce dont vous vous souvenez et que vous condamnez n'est pas ce qui, des égarements, des souhaits et des désirs du petit garçon que vous étiez, agit maintenant en vous. Les conditions exceptionnelles d'une enfance solitaire et désemparée sont si difficiles, si compliquées, livrées à tant d'influences et en même temps si isolées de toutes les réalités de la vie, que lorsqu'un vice y pénètre, on ne doit pas se hâter de l'appeler un vice. Les noms demandent d'une manière générale une grande prudence. C'est si souvent sur le nom d'un crime que se brise une vie, non sur l'acte lui-même, qui était personnel, n'avait pas de nom, et constituait peut-être une nécessité bien précise pour cette vie, à laquelle il pourrait s'intégrer sans peine. Et la dépense d'énergie ne vous paraît si grande que parce que vous surestimez la victoire. Ce n'est pas elle, la grande chose que vous pensez avoir menée à bien, quoique votre sentiment ne vous trompe pas. Ce qui est grand, c'est qu'il y eut déjà là quelque chose que vous avez pu mettre à la place de ce mensonge, quelque chose de vrai et de réel.
Sans cela, votre victoire n'aurait été qu'une réaction morale, sans grande signification, alors qu'ainsi, elle est devenue une étape de votre vie. De votre vie, cher monsieur Capus, à laquelle je pense en formant tant de vœux. Vous rappelez-vous combien cette vie désirait sortir de l'enfance pour rejoindre les grands ? Je la vois maintenant qui désire quitter les grands pour rejoindre les plus grands. C'est pourquoi elle ne cesse pas d'être difficile, mais c'est aussi pourquoi elle ne cessera pas non plus de grandir. Et si je peux encore vous dire une chose, c'est celle-ci. Ne croyez pas que celui-là même qui tente de vous consoler vive sans peine au milieu des mots calmes et simples qui vous font parfois du bien. Sa vie connaît bien de la peine et de la tristesse, et reste loin derrière vous. Mais s'il en était autrement, jamais il n'aurait pu trouver ces mots. Votre Rainer Maria Rilke. Furuborg, Jonsered, en Suède, le 4 novembre 1904. Mon cher monsieur Capus, cette période sans lettres m'a vu tantôt en voyage, tantôt si occupé qu'il m'était impossible d'écrire. Et aujourd'hui encore, écrire m'est difficile, parce qu'il m'a déjà fallu écrire tant de lettres que ma main est fatiguée. Si je pouvais dicter, je vous dirais beaucoup de choses, mais puisqu'il en est ainsi, acceptez ces quelques mots en échange de votre longue lettre. Je pense souvent à vous, cher monsieur Capus, et je me concentre si bien en formant des vœux à votre adresse que cela ne devrait pas manquer de vous aider en quelque manière. Mes lettres peuvent-elles être une aide ? Il m'arrive souvent d'en douter. Ne dites pas « oui, c'en est une ». Accueillez-les tranquillement, sans trop de gratitude, et attendons ce qui voudra bien venir. Il n'est peut-être pas utile que je m'étende sur chacun de vos propos, car ce que je pourrais dire sur votre penchant au doute, ou sur l'incapacité où vous êtes de mettre en harmonie votre vie intérieure et votre vie extérieure, ou sur tout ce qui vous oppresse encore, n'est rien d'autre que ce que je vous ai déjà dit. Toujours le même souhait que vous trouviez en vous-même assez de patience pour supporter et assez de candeur pour avoir la foi. Que vous puissiez acquérir toujours plus de confiance envers ce qui est difficile et envers votre solitude au milieu des autres. Et pour le reste, laissez la vie vous arriver. Croyez-moi, la vie a raison, dans tous les cas. Et à propos des sentiments, sont purs tous les sentiments qui vous rassemblent et vous élèvent, et impur le sentiment qui n'implique qu'une phase de votre être et par là vous déforme. Tout ce que vous pouvez penser à l'égard de votre enfance est bon. Tout ce qui fait de vous plus que vous n'étiez dans vos meilleures heures est juste. Toute exaltation est bonne si elle est dans la totalité de votre sang, si elle n'est ni ivresse ni eau trouble, mais joie claire dont on voit le fond. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Et votre doute peut devenir une qualité si vous l'éduquez. Il doit acquérir un savoir, il doit se transformer en critique. Demandez-lui chaque fois qu'il veut vous gâcher quelque chose, pourquoi cette chose est laide, exigez de lui des preuves. Mettez-le à l'épreuve lui-même, et vous le trouverez peut-être désemparé, dans l'embarras, mais peut-être aussi révolté. Mais ne cédez pas, exigez des arguments et agissez ainsi à chaque fois, avec vigilance et logique. Le jour viendra où, de destructeur qu'il était, il deviendra l'un de vos meilleurs ouvriers, peut-être le plus intelligent de tous ceux qui construisent votre vie. C'est là, cher monsieur Capus, tout ce que je suis en mesure de vous dire aujourd'hui. Mais je vous envoie en même temps le tiré à part d'un petit texte qui vient de paraître dans la Deutsche Arbeit de Prague. Là, je continue à vous parler de la vie et de la mort, et de ceci que l'une et l'autre sont grandes et magnifiques. Votre Rainer Maria Rilke. Paris, le 2e jour de Noël 1908. Il faut que vous sachiez, cher monsieur Capus, combien j'ai été content de recevoir cette belle lettre de vous. Les nouvelles que vous me donnez, redevenues réelles et exprimables, me semblent bonnes, et plus je réfléchissais à cela, plus je les trouvais bonnes en effet. C'est pour le soir de Noël, à vrai dire, que je voulais vous écrire cela. Mais le travail au milieu duquel cet hiver je vide à de multiples titres et sans interruption, et cause que cette fête ancestrale est si vite arrivée qu'il ne m'est guère resté de temps pour m'acquitter des préparatifs nécessaires, et beaucoup moins encore pour écrire. Mais j'ai souvent pensé à vous en ces jours de fête, et j'ai imaginé le calme où vous devez être plongé dans votre forteresse solitaire au milieu des montagnes désertes, sur lesquelles se jettent ces grands vents du sud, comme pour les engloutir à grande bouchée. Il faut qu'ils soient immenses,
le calme où trouvent place pareils bruits et pareils mouvements. Et lorsqu'on songe qu'à tout cela s'ajoutent encore, se mêlent encore, la présence et le grondement de la mer lointaine, le son le plus intérieur peut-être dans cette harmonie préhistorique, on ne peut que vous souhaiter de laisser avec confiance, patiemment, travailler en vous cette grandiose solitude qui ne se laissera jamais effacer de votre vie, qui œuvrera de manière décisive, continuellement et en silence, dans tout ce que vous avez encore à vivre et à faire, un peu comme le sang des ancêtres se meut sans cesse en nous, et se mêle à notre propre sang, pour composer l'être unique, non reproductible, que nous sommes à tous les méandres de notre vie. Oui, je me réjouis de savoir que vous êtes accompagné par cette existence solide, traduisible en mots, cet uniforme, ce service, toutes ces choses saisissables et délimitées qui, dans un tel environnement, avec une garnison peu nombreuse et tout aussi isolée, acquièrent un sérieux et une nécessité, prennent, au-delà de ce que le métier des armes a d'un jeu et d'un passe-temps, la signification d'une application de la vigilance et non seulement autorise, mais précisément éduque l'autonomie de l'attention. Que nous soyons dans des conditions qui travaillent à nous construire, qui nous placent d'une fois à l'autre devant de grandes choses de la nature, c'est là tout le nécessaire. L'art, lui aussi, n'est qu'une manière de vivre. Et l'on peut, pour ainsi dire, en vivant sans le savoir, se préparer à lui. Dans toute activité réelle, on est plus proche, plus voisin de lui qu'en exerçant ces irréelles professions semi-artistiques qui, au moment même où elles donnent l'illusion d'être proches de l'art, nient en pratique tout art et lui portent atteinte, comme le font par exemple tout ce qui est journalisme, presque toute la critique, les trois quarts de ce qui porte le nom ou prétend porter le nom de littérature. Je me réjouis, en un mot, de savoir que vous avez échappé au péril de tomber dans ce piège, et que vous êtes solitaire et courageuse au milieu d'une rude réalité. Puisse l'année qui vient vous y maintenir, et vous y conforter. Toujours votre Rainer Maria Rilke. Et c'était la 10e et ultime lettre de Rainer Maria Rilke. La dernière des lettres à un jeune poète. C'est donc la fin de l'œuvre. Nous passons à l'outro du live. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que j'ai beaucoup préféré la deuxième partie de lecture de ce soir que la première. Parce que la première, je la trouvais très intéressante sur plein de points. Voilà. La deuxième, je trouve que justement, tout à l'heure, on parlait du contexte et du contenu. Je trouve que là, il donne un peu moins de contexte et qu'il fait des lettres un peu plus longues, un peu plus approfondies, où il va détailler un peu plus sa pensée et l'articulation de sa pensée, que je trouve très très intéressante, qui me parle à beaucoup d'endroits. Personnellement, c'est même assez drôle parce que je me reconnais beaucoup dans ses manières de penser et même dans ses mots parfois, notamment quand il parle des enfants et des adultes. Je me sens un lien à sa manière de voir ça. Et j'ai beaucoup apprécié et ça me parle personnellement à ce moment de ma vie, si je puis dire. C'est ça aussi qui est intéressant avec cette série de lettres, c'est que je pense qu'elles peuvent être bénéfiques en quelque sorte à n'importe qui. C'est-à-dire que à la fois elles peuvent être bénéfiques à un jeune poète, donc elles pourraient être bénéfiques à un jeune artiste, grosso modo, mais à la fois je trouve qu'elles pourraient être bénéfiques à n'importe quel être humain, parce que ce qui est dit ensuite sur l'amour, etc., est très universel, je trouve. Alors après, c'est sa version des choses, c'est sa manière d'appréhender les choses. Le thème de la solitude et sa manière de voir la solitude, de voir le destin, de vouloir, de dire que le destin vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, de dire que quelque part la solitude et les choses difficiles nous préparent et que c'est juste quelque part symptôme de transformation, etc. Je trouve ça hyper logique, hyper bien formulé. Je trouve qu'il a quand même une plume. Enfin, franchement, je vous le disais tout à l'heure, mais
Ça me donne vraiment, vraiment envie de découvrir un peu plus de son œuvre pour le coup. Je ne sais pas si je lirais un recueil de poèmes, si je lirais un roman, mais ça me donne vraiment envie d'aller zioter ça parce que je trouve qu'il a un style très doux, très tendre et on sent qu'il est ultra sensible et qu'il est un peu comme ça à fleur de peau, je dirais. Euh, ouais, non, franchement, moi ça me touche pas mal ces lettres à un jeune poète. Ça me touche pas mal et autant sur le côté artistique, ça me parle et j'ai pu penser des choses un peu similairement. Autant sur des choses un peu plus globales, un peu plus générales, que sont la solitude notamment, que sont l'amour, etc. Euh, je trouve qu'il y a des idées intéressantes à puiser qui peuvent... hmm. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que d'un côté, il valorise en effet la solitude. D'un autre côté, je trouve que il fait exactement acte de compagnie. Je trouve vraiment que. Je pense vraiment que. Comment il s'appelle? Hmm, Franz Xaver Capus a dû se sentir moins seul, justement, en lisant ces lettres-là. Et je trouve vraiment. C'est peut-être un peu paradoxal pour le coup, mais bref. Je trouve que paradoxalement, il fait un grand geste de compagnie, si je puis dire, ou de bienveillance, etc. Même si l'acception du mot solitude dans la bouche de Rilke est peut-être un petit peu différente en soi. Euh, c'est plus une anecdote. Ça me fait penser à un truc perso. Quelqu'un m'a dit un jour euh, que, grosso modo, mais tu sais, dans la vie, tu seras toujours seul, quoi. Cette personne étant mariée avec des enfants depuis des années et tout. Et, euh, et en fait, ouais, je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans, euh, qui n'est pas forcément à prendre avec tristesse, même si Rilke le dit lui-même. Ça peut donner un vertige, quoi. Ça peut faire peur et on peut se dire mince. Alors du coup, je suis vraiment loin de tout, quoi. Donc je comprends complètement ce qu'il dit. Je trouve ça très très beau, en fait. Et paradoxalement entre guillemets, je trouve que là, il tend une main très bienveillante, très tendre vers le jeune poète et je pense que ce soit Capus ou que ce soit n'importe qui aura lu les lettres à un jeune poète, artiste ou non, on peut vraiment avoir ce sentiment de presque de solidarité, j'allais dire. Euh, En tout cas, de compagnie, de bienveillance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De tolérance. Ah ouais. Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et je pense même que je le relirai, perso, parce que je crois qu'il y a des passages qui me touchent particulièrement. Euh, Ça fait écho. Ça fait écho à beaucoup de choses que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie, en fait. Donc, c'est drôle. J'aime j'aime beaucoup quand une œuvre, d'ailleurs pas qu'une œuvre, quand un événement, quand un hasard de la vie, euh, trouve un énorme écho avec ce qu'on est en train de traverser. Et là, en somme, Lettre à un jeune poème, Lettre à un jeune poète, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent vraiment en écho avec des réflexions que je peux avoir en ce moment, etc. Et, euh, et un peu à la jonction à laquelle je me trouve dans ma vie, quoi. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis grave content d'avoir découvert. Et j'espère que nous reviendrons un de ces jours à Rilke. Merci à ceux qui ont suivi cette lecture. Merci Chamast. N'hésitez pas, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, à laisser un like ou un dislike sur votre appréciation de la vidéo, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
et tutti quanti à me rejoindre sur les réseaux si vous voulez être mis au courant des prochaines lectures, mais pas que, puisque je fais aussi des lives d'autres choses. En l'occurrence, concernant les lectures, la prochaine, ça sera dès vendredi à 21h, où nous entamerons la lecture de L'affaire Charles Dexter Ward, écrit par H.P. Lovecraft. Ça sera le premier live sur cette œuvre, et je pense qu'on pourra largement pas tout lire en une fois, c'est clair et net. Donc, je pense que ce sera le début d'une lecture de 3-4 lives, quelque chose de cet ordre-là, je pense. Ça va être relativement court. Hop. Ça me fait du bien aussi, je vous avoue, de faire des œuvres courtes après avoir fait Jules Verne, là. Après avoir fait L'île mystérieuse. J'aime bien lire des œuvres courtes et passer un peu sur d'autres choses et que mon cerveau digère d'autres choses. C'est plus sympa. C'est plus sympa pour moi là de faire ça. Comme je vous le disais, je suis en train de lire L'insoutenable légèreté de l'être aussi de Milan Kundera en off du coup. Et pareil, il y a une certaine manière dans l'écriture qui est un peu concise, qui est un peu droite au but, et que je trouve assez reposante, j'avoue. Je pense que j'ai fait un peu une overdose là d'un texte trop long, quoi. Donc ouais, je pense pas qu'on va retourner sur un texte très long tout de suite. Je pense qu'on va laisser reposer mon cerveau pour quelques semaines, mois, avec des textes un peu plus courts. Voilà. Bien, on se retrouve plus tard dans la semaine, peut-être pour même encore d'autres lives, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou d'autres aventures. Bye bye!